Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct en public du Théâtre L'Européen à Paris. Vous êtes là l'Européen ? Ils sont présents. Nous sommes le dimanche 30 novembre 2025. Semaine difficile, il s'est passé plein de trucs cette semaine. Raphaël Glucksmann a encore perdu un débat contre un yaourt nature qui avait plus de charisme et plus d'arguments que lui. Cette semaine, CNews a hurlé à la mort parce qu'une enquête a déclaré que c'était une chaîne de fachos. Nom de Dieu, ils n'étaient pas au courant. A priori, ils n'étaient pas au courant. Ils ont contesté. On dirait un enfant qui se fait gauler la main dans le pot de confiture et qui dit « C'est pas moi, c'est les Arabes !» Cette semaine, Éric Ciotti a encore soutenu le retour du service militaire alors qu'il s'est fait réformer. En même temps, qui a envie d'habiter un pays défendu par Éric Ciotti ? Soyons honnêtes, qui a envie de Philippe Croison dans son équipe de volleyball ? Bon. En revanche, qui a envie d'une camarade d'émission de radio érudite et volcanique ? Moi, Juliette Arnaud est avec moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Juju, ça va ? Impeccable. Qui a envie d'un camarade qui dit tout haut ce que personne ne pense tout bas ? Moi, Aymeric Lompré est là. En pleine forme, Aymeric Lompré ? Non, pas en pleine forme, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et qui a envie d'un camarade qui se fâche avec tous les alcooliques armés du pays, chasseurs, flics et militaires ? Bon, moi quand même, Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir patron. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Allez, nous rejoindrons pendant l'émission Arnaud Aymar, Mamary, Célia Pelluet. J'ai l'impression qu'on est bien parti. On est bien parti, on va répondre à vos questions, les questions des auditrices et des auditeurs que vous nous posez sur l'adresse mail ladernière@radionova.com. Et je commence avec une question de Sébastien. Nicolas Sarkozy est allé en prison avec Le Comte de Monte-Cristo et une biographie de Jésus-Christ. Est-ce que, quand il sera incarcéré, Pierre-Emmanuel Barré emportera quelques-uns des 1897 livres de Guillaume Meurice ? Non. Non, Sébastien, je n'emporterai évidemment aucun ouvrage de Guillaume avec moi en prison. Je vous rappelle qu'en France, 47 établissements pénitentiaires ont été condamnés par la justice française ou la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions de détention indignes. Alors pourquoi souffrir davantage en s'imposant de mauvaises lectures ? J'emporterai en revanche, bien évidemment, le nouveau livre de Jordan Bardella, car en prison, les pénuries de papier toilette sont hélas très fréquentes. Allez, on enchaîne avec la question de Sylvie. Bonsoir, mais dites-moi, la semaine dernière, votre émission avait 0 pub et que de la musique quand vous annonciez de la pub. C'est bien joli, mais comment va survivre Radio Nova et votre émission maintenant ? Alors, c'est vrai, on nous l'a signalé, ça, il y a eu un bug dans quelques régions en France, j'ai lancé la pub et c'était de la musique. Voilà, alors c'était la musique, c'était la playlist de Nova. Donc, l'action LSD a pris 12 points à la Bourse de Paris immédiatement. Mais je vais rattraper ça aujourd'hui, là, à l'instant, en faisant une pub. Je vais faire une pub, là, maintenant, en direct, pour le livre de Léna Situation, qui s'appelle « Encore mieux ». Alors, je ne l'ai pas lu, mais Bec BD a dit que c'était nul. Donc, a priori, c'est formidable. Voilà, c'est un bon moyen de savoir ce qui est bien ou pas. C'est vrai. Quand c'est pas de la merde, il l'aime pas. Bec BD, il aime bien Finkielkraut, Houellebecq, Zemmour. Enfin, c'est plus un critique littéraire, c'est un bousier. Il roule sa petite boule de caca, comme ça, dans les colonnes du Figaro. On l'embrasse. Allez, on enchaîne avec une question de Mamadou Abdelkader. Salut, j'ai pas de question. C'est juste pour que vous disiez une question de Mamadou Abdelkader, histoire de filer un nœud au cerveau et une diarrhée raciste aiguë à l'éventuel facho qui écouterait l'émission. Alors, cher Mamadou Abdelkader, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Enfin non, c'est pas vrai, ça va pas. Mais j'ai vu passer une nouvelle saugrenue, cher Mamadou Abdelkader. Figurez-vous que comme chaque année, les élèves des prépas des 2 plus prestigieux lycées parisiens, Henri IV et Louis-le-Grand, se sont réunis pour une petite sauterie bon enfant intitulée La guerre des sapins devant le Panthéon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sans sommation, la BAC est intervenue à coups de lacrymo. La maire Horizon du 5e arrondissement a dit « Oh ! Les violences policières, ça commence à bien faire !» Non, ça, elle l'a pas dit. Non. Voilà, c'était juste pour vous dire, mon cher Mamadou Abdelkader, que la République, elle vit bien. Allez, on passe à la question de Hadrien. Ouais. Il y a un H. Oui, il y a un H, Ouais, d'accord. c'est pour ça qu'on dit Adrien. Bonjour, j'ai lu à l'instant que des gens mangent du saumon fumé avec la raclette. Mais qui fait ça ? J'aurais besoin d'un avis expert. Quoi ? Aïe. Laissez-moi faire. Oui. Écartez-vous, Adrien. Nous allons exorciser ces gens.
Avec moi, le public. Vadenum satanum. Vadenum satanum. Somonum no in racletum. Si tu continuum. Manchabaletum dans le rectum. C'est bon, Adrien. Nous avons enlevé les démons de ces personnes. On passe maintenant à la question d'Emeric. Bonjour, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy doit-il intituler son prochain livre « Le journal d'un définitivement condamné » Laissez-moi faire. Ah, Je m'en encore charge. Ok. Vadenum satanum. Vadenum satanum. Arrêtum de faire des blagoum, le publicum. Arrêtons de faire des blagues. Laissez faire les professionnaloum. Nous, on vient pas dans vos classes faire les couroum. C'est bon, les amis, on peut continuer. C'était... Moi, Je le referai plus jamais, ça. Ah, C'était non, pas là. très drôle. Il faut laisser les professionnels faire. Les orthophonistes. On Je me suis enchaîne. fendu Allez, dedans. on enchaîne avec la question d'Estelle. Guillaume. Oui. Vous allez voir, je bave, je me suis fait enlever une dent. Guillaume, avec toute ta bande, tu es devenu l'animateur star de Nova et la radio a programmé une émission avec Jamil Le Schlag, une émission avec Émeric Lompré, une émission avec Hakim Omiri, une chronique avec Thomas VDB. Guillaume, est-ce que tu serais pas le Cyril Hanouna de Nova? Alors, Estelle, je vais te répondre. Si. Non, Quoi Pourquoi non, tu... je me permets, Mais non, Guillaume. c'est- je vais Non, rater. si, Bah, je vais te mansplainer un brin, ça va me causer du plaisir. Ma chère Estelle, que Guillaume devienne Cyril Hanouna, ça m'inquiète pas des masses. En revanche, ce qui m'agace, voire m'irrite, voire relance ma ménopause, c'est que la bataille culturelle que notre patron Mathieu Pigasse a lancée pour faire contrepoids aux groupes poussés par les milliardaires de droite ou d'extrême droite et que j'applaudis, se fasse en gros en ne nommant que des hommes. Bisous. Les termes ont été dits. Allez, on passe à la question de François. Salut la dernière. Salut la dernière. Non mais il s'appelle François, je me dis Ouais. c'est peut-être un roi ou quoi. Ouais. Alors, Ça peut. pourquoi vous avez tous des bracelets comme à l'hôpital? Faut-il oui. s'inquiéter? Ah, François. Comme si l'hôpital avait encore les moyens de se payer des bracelets. Dans quel monde vis-tu? Alors oui, on a des bracelets. Vous avez vu les bracelets qu'on a? Alors c'est en soutien à Nicolas Sarkozy, qui, on le rappelle, a été condamné cette semaine définitivement dans l'affaire Big Malion. Merci pour lui. Salut, il va chaud au cœur, tout votre soutien. Lisez son prochain livre, Journal d'un joaillier. Bec BD va adorer. Et on termine avec la question de Jérôme. Pourquoi ne faites-vous pas une émission par jour? Ce serait super. Non, Jérôme. Non, ce serait pas super, ce serait l'enfer, Jérôme. Ah, on a déjà du mal à faire une émission par semaine. Tu vois bien que pour réussir à tenir 2 heures, on doit mettre 1 heure de pub et 1 heure de musique. Et puis c'est quoi la suite, Jérôme, si on passait une émission par jour? Tu vas demander quoi après? 2 émissions par jour? 3, puis 12, une émission par heure? C'est ça que tu veux, Jérôme, un flash info? Toutes les 60 minutes, Émeric qui fait tout de suite l'actu elle est chaude, l'actu elle est comme un Bunz McCain que tu sors du four, et après ça fait aïe, ça brûle et t'as des cloques sur le zizi? Non, Jérôme. Par respect pour nous et pour vous, jamais la dernière n'existera en quotidienne. Merci les amis pour toutes ces réponses. N'hésitez pas à nous écrire la dernière @radionova.com. Faites-le maintenant. On se retrouve dans quelques instants après. Je sais pas. Peut-être une page de pub, peut-être une chanson, peut-être Oasis qui chante pour une pub Renault ou l'inverse. La dernière. Nova. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h16 et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. On va parler logement et sans-abrisme aujourd'hui avec le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés. Christophe Robert est avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Christophe. Ça va, bien. Ça va bien content d'être là. Impeccable. On est très heureux de te recevoir. Voilà, ça fait un moment qu'on se connaît. Ça fait un moment qu'on a envie de t'inviter et t'es là. Ça, c'est bien. On a envie de commencer par ton parcours avant d'attaquer un peu le vif du sujet. On a vu que tu avais fait une thèse en sociologie, dis donc, C'est vrai. sur les groupes Zigan. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je comprends la question. Non, en vrai, c'est hyper intéressant, mais Alors, qu'est-ce qui t'a... En fait, pour de vrai, c'est j'avais monté une association d'aide à la scolarisation de familles gitanes Ouais, à Bobigny. Voilà. ok.
Donc j'ai connu aussi des familles de cette culture-là, française, depuis très longtemps. Donc tu as fait du militantisme, on va dire, ou tu as Oui, monté une avant, association avant de faire la thèse. Militantisme, en tout cas, Oui, un coup oui. de main, quoi. C'est pas Et, un gros mot ici, donc tu peux y non, aller. c'est vrai. Oui, Ouais, non, ouais. mais c'était un coup de main, en Ouais, fait. ouais. Et, Ok. et puis, il fallait choisir un sujet quand j'étais en sociaux. Et en fait, ça m'a intéressé parce que dans ce qu'on appelle les gens du voyage en France, c'est une appellation administrative, Ouais. c'est une partie des personnes qui sont en caravane, qui sont en mobilité. Et donc, c'est une autre manière de vivre, une autre manière d'habiter. Et en fait, ils sont rejetés en permanence. Et en fait, c'est des Français. Et dans les familles que je connaissais, c'est des Français depuis 500 ans. Ils ont jamais quitté, pour certaines personnes, la France. Mhm. Et pour autant, ils étaient toujours discriminés, toujours victimes de racisme, toujours victimes de violence. C'est la deuxième communauté, après les Juifs, qui a été exterminée pendant la Shoah. Et donc, je me disais, c'était intéressant pour comprendre les mécanismes qui font que on exclut les gens. Pourquoi on les exclut? Moi, je trouvais ça complètement fou. Est-ce Et que donc, ça je a me suis évolué intéressé à ce sujet-là. Ça a évolué, ça, aujourd'hui, en bien, j'entends. Un peu. Ouais. Un peu. Il y a eu quelques lois qui ont obligé les mairies, c'était une loi en 90, après en 2000, mais qui a obligé les mairies, par exemple, à faire des aires d'accueil. C'était un bon ministre du logement qui s'appelle Louis Besson, c'était un ancien maire de Chambéry. Et lui, il avait dit, mais il n'y a pas de raison, ce sont des Français, ils ont un autre mode de vie, il n'y a pas de raison qu'on les dégage en permanence. Donc, on va créer des aires d'accueil dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Alors, il y a plein de villes qui ne le font pas, c'est comme la loi SRU. Ouais, on Et va en donc- parler Mais, de ça. mais ouais. ça a quand même Et donc- permis d'améliorer un peu. Et donc, dans ces cas-là, les mairies qui le font pas, ils payent des... Alors dans ce cas-là, le préfet devrait pouvoir faire l'aire d'accueil à la place de la commune, mais ça se fait jamais. Donc, et ça, ils- c'est un problème. Alors, ils payent des contraventions? Non, pas comme pour la loi SRU. La loi SRU, tu payes des pénalités. Alors attends, tu fais pas tes logements sociaux. On va rappeler ce que c'est la loi SRU, comme on va en parler pendant C'est toute une autre l'émission. bonne loi, il n'y en a pas Ouais. eu beaucoup, mais les bonnes lois de la République qui pensent bien les choses au niveau des territoires, c'est une loi qui, en 2000, même ministre du logement, Eh ben dis donc alors. ben oui, Ah oui. ben oui. Et du coup, ils ont dit, le logement social, ça peut servir à tout le monde. Aux classes moyennes inférieures, aux catégories modestes, aux plus pauvres. C'est des logements en dessous du marché, donc c'est utile. Et puis il y a des villes, ils ont 60% de logements sociaux, il y en a d'autres, ils en ont 2. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va prendre la moyenne du taux de logement social en France, c'était 20% à l'époque, et on va imposer à toutes les communes de plus de tant d'habitants de faire 20% de logements sociaux. Donc c'est une obligation, parce que c'est de la solidarité. Ouais. Mais c'est pas une obligation, puisque il y a une tapée de villes qui le font pas et ils payent des contraventions. Et si c'était vraiment une obligation, il devrait y avoir le préfet de police qui arrive avec la police. Ouais, alors ça... Eh ben, Dans un monde idéal. Oui, j'ai Non, compris mais la c'est question. ils envoient la BAC Alors, pour non, des d'abord- gamins dans le 5e. Ils peuvent envoyer des flics pour des gens qui désobéissent, non? Sinon, on y Mais- va, nous, Christophe, on va les mais- taper, hein. Attends. Ouais, non, pas aujourd'hui, parce qu'on est fatigué. Ouais. Demain. Le truc, c'est que d'abord, tu as des pénalités financières. Oui. Et il y a des gens qui disent, moi, je préfère payer les pénalités Ouais. financières. Dans leur journal local, ils disent, autrement, on va arriver plein de gens dans notre ville. Nous, on est une ville différente, on est une ville de riches, je sais pas quoi. Donc, du coup, eux, ils payent des pénalités. Mais normalement, si au bout d'un certain temps, ils ne font pas, le préfet peut le faire. Et ça a déjà été fait. Ah. Le préfet prend la responsabilité d'imposer la construction contre l'avis du maire. Ça, c'est très peu fait. Il faudrait que ça se fasse partout, les mecs. Moi, je le dis souvent, je veux dire, tu brûles un feu rouge, tu prends une prune, tu respectes pas la loi SRU, tu dois te faire imposer par l'État. Et on sait le pourcentage de villes en France qui ne respectent pas cette fameuse loi. Ouais, alors c'est compliqué. Alors déjà, c'est la moitié des logements qui ont été construits depuis 2000, c'est dans ces villes-là, les logements sociaux construits depuis. Donc ça a eu un impact très fort. Ça a poussé, ça a aussi permis à des maires de dire, écoutez, c'est pas moi, c'est la loi, Ouais. à ceux qui n'en voulaient pas dans leur ville. Donc ça les a aidés. Grosso modo, il y a à peu près 2/3 des villes qui respectent pas complètement leurs objectifs. Mais quand je dis pas complètement, c'est que c'est compliqué, mais il y a des catégories de logements sociaux. Donc il y a encore trop de monde qui la respecte pas, mais elle a servi quand même à augmenter le pourcentage. Donc maintenant, il faut que l'État fasse appliquer la loi. Oui. On compte sur eux. Absolument. C'est qui? C'est Laurent Duniez, on connaît bien, c'est un ami ici. Voilà, mais ça peut être une Je suggestion. peux qu'on peut lui lui faire. écrire. Je peux lui écrire. On sait de sources sûres qu'il écoute l'émission. Donc, a priori, ça va être réglé dans la semaine. Alors, je reviens un petit peu au début parce que, alors évidemment, aujourd'hui, la fondation s'appelle pour le logement des défavorisés, mais je peux pas passer à côté de la question. Avant, ça s'appelait donc la fameuse fondation Abbé Pierre, Eh oui. qui a changé de nom bizarrement. Alors, on n'a pas tout suivi. Pourquoi exactement? Non, plus sérieusement, comment t'as vécu la situation quand t'as appris déjà les agissements de ce fameux Abbé Pierre qui était devenu une expression en France? On disait quelqu'un qui est vraiment chouette, on disait ah lui c'est vraiment l'Abbé Pierre.
Est-ce que tu as grandi dans quelle région, Guillaume? Et en quelle année, pas ça? Oui, je suis vieux. Est-ce que tu t'en doutais? Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as paniqué? J'ai très mal vécu. Ouais, je me doute. Ça fait 20 ans que je suis à la Fondation, Ouais. donc j'ai très mal vécu. Comment ça s'est passé? Il y a eu un premier témoignage qui a été reçu par Emmaüs, le mouvement Emmaüs, et puis on l'a cru, cette personne. Alors c'était assez ancien, hein, c'est évidemment, l'abbé Pierre il est mort depuis 18 ans, et on s'est dit on peut pas rester comme ça. On peut pas laisser juste ce témoignage comme ça, même s'il est mort, même s'il peut plus nuire. Il faut qu'on creuse, donc on a créé une cellule d'écoute qu'on a confiée à Igaé, à Caroline Dehaas. Et puis on a trouvé 5 autres témoignages. Et là, du coup, on a décidé de le dévoiler nous-mêmes en disant, voilà, on a trouvé 6 témoignages de personnes qui disent avoir vécu des violences sexuelles de l'abbé Pierre. Et puis après, il y a un deuxième rapport, et puis encore 15, et puis encore 40, et puis voilà. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que c'est des violences sexuelles, c'est des viols, c'est parfois des enfants. Enfin, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Et donc, la question qui se pose derrière, c'est comment ça a été possible, quoi. Donc nous... ce qu'on a fait, c'est que moi, notre boulot à la Fondation, c'est d'aider les mal logés, c'est de lutter contre la pauvreté, contre les exclusions, les inégalités. Donc, on a confié à un bureau spécialisé donc l'accompagnement des victimes, en leur disant on vous croit, et on peut vous accompagner si vous le souhaitez. Mais on s'est dit on peut pas en rester là. Avec le mouvement Emmaüs, avec la Fondation, on s'est dit il faut aussi creuser pour savoir ce qui s'est passé. Parce que depuis, il y a des archives qui sont sorties, qui montraient que c'était su dans les années 40, 50, qu'il avait été viré d'un pays parce qu'il avait eu des comportements inadaptés vis-à-vis des femmes. Et donc on a confié une mission à l'École des hautes études en sciences sociales pour faire un travail d'archives pendant 2 ans, qu'on finance, pour faire la lumière sur comment ça a été possible. Mais nous, ça a été un effondrement. C'était la personnalité préférée des Français pendant 20 ans, 30 ans. Voilà quoi, il y a un film qui venait de sortir sur lui qui montrait qu'il avait eu des relations sexuelles avec des femmes, parce qu'il disait qu'il avait eu des relations sexuelles avec les femmes. Ça, c'était su, mais pas non consenti. Juliette? Moi, je t'ai souvent entendu, Christophe, dans des interviews, dans des podcasts, te référer à la pensée de l'abbé Pierre, et ça se sentait que tu avais beaucoup utilisé, lui, la manière dont il avait pensé les choses, comment il les avait rationalisées pour élaborer la tienne de pensée. Comment tu fais désormais? Je suis mal. Je suis mal. Comment vous voulez? Pendant 20 ans. Alors, je suis mal, mais il y a de quoi rebondir. Si tu veux. C'est quoi cette pensée dont tu parles, qu'on reprend, nous, avec la Fondation? C'est d'agir, apporter des réponses aux mal logés, et, comme l'abbé Pierre le faisait, faire savoir aussi. Rendre visible les souffrances des gens qui sont pauvres, qui souffrent souvent en silence. Montrer que les choix économiques, les choix politiques du pays sont pas bons, que si on veut partager, on peut sortir toutes les personnes de la rue, qu'on peut aider les gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité. Donc ça reste vrai. Et ce qui reste vrai, c'est tous ceux qui ont combattu contre le mal logement au nom de l'abbé Pierre, dans le mouvement Emmaüs, dans les communautés Emmaüs, à la Fondation maintenant pour le logement, les bénévoles, les salariés. Mais évidemment, c'est terrible, quoi. Sauf qu'on s'est dit, nous, on est contre toutes les formes de violence. Donc, à partir du moment où on a eu ce témoignage, on s'est dit, on creuse, et nous-mêmes, on révèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Se barrer. L'autre alternative, c'est de se barrer. Alors, reste avec nous. Moi, j'avais plutôt te proposer, parce que on est ensemble. Après, il y aura plus d'invités. Et oui, nous, ça nous arrange pas du tout si tu te casses. Après, je peux faire l'invité, si tu veux. Oui, c'est vrai que tu as eu des pulls, l'abbé Pierre. Mais bon, c'est pas la question. On va écouter un petit peu de musique, et puis on se retrouve juste après, Christophe. Est-ce qu'on n'écouterait pas de la house? Ça veut dire maison. Allez, Juliette. Comme tu le sais... Ouais, non, vraiment, vous n'allez pas applaudir ça, en fait. Ça veut dire présentateur télé aussi. Oui, de la house. Pourquoi on fait pas l'émission à 2, Émeric? On serait excellent. Ouais, c'était vraiment utile de me couper Si la j'ai parole entendu, pour je dire ris ça. pas, c'est tout. Comme tu le sais, Guillaume, je hais les jeux de mots. C'est en haut, tout en haut de ma liste de haine. Mais on va quand même écouter une house, la nôtre, Our House, mais pas l'original de Madness de 1982, la reprise de l'artiste américain Toro y Moi de 2025. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invité, Christophe Robert de la Fondation pour le logement des défavorisés. Et il nous a rejoint autour de la table un homme, plus qu'un homme, une légende, plus qu'une légende, je sais pas. Arnaud Aymar. Skyrock.
Meilleur de la musique. Eh bien, bonsoir à tous. Ouais, c'est un personnage. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une émission basée sur le théâtre. Voici une pièce de théâtre. Skyrock. Energy. Choisissez but. Taisez-vous, ça commence. Quoi? Oh. Ah non? Ah, quand nuis-je? Casse-pige? Oh, de quoi? Ah, dans quel sens? Oh non, mais... Ah. Mais tais-toi. Tu vois pas que mon émission préférée est en train de commencer? Oh, ma femme, tu as encore mis ce blazer. Non. Tais-toi, cette émission... Je crois que cette émission vient d'ailleurs. On dit que ce sont des témoins de Jéhovah de l'espace qui l'ont créée. Waouh, les témoins de Jéhovah, j'adore. Chut, ça commence. Waouh, changement de costume. Mignon, 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 ammoniac. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Ammoniac. Et je suis moitié homme, moitié pingouin, moitié chiffon. Mais j'ai aussi des cils d'autruche autour du nombril qui me permet d'avoir une humidité constante. J'en ai déjà marre. Quoi? De plus, ces cils sont hydrophonciles. Comme les plantes carnivores, elles attrapent des mouches. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je gronde mes poils et je dis à la mouche de partir, il dit « Excusez-nous hein. ». Après, la mouche s'en va en faisant... Sinon, quand je suis enrhumé, j'éternue à plus de 120 watts. Grâce à ça, je peux cuire les œufs en moins de 21 minutes. C'est plus long, mais c'est bio. Mais quoi? Ah oui. Mais si je suis pas... Attends, je retrouve mon personnage. Si je suis pas attaché, quand j'éternue, je suis projeté en arrière à plus de 40 mètres. C'est pour ça que quand je suis enrhumé, souvent je mets un casque et surtout, je ne mange pas de taboulé. Oui. Quoi? Oui, quoi? Oui. Mais surtout, Ah bon, oui, qu'est-ce que... Mais surtout, j'arrête de lire. Et surtout, j'en ai marre parce que tout le monde utilise mon côté chiffon sans regarder vraiment qui je suis. Et tout le monde s'essuie avec moi, j'essuie des verres ou des assiettes ou de la graisse de veau. Heureusement que je peux passer en machine à plus de 60 degrés. Ça va, j'ai un tuba, puis bon, c'est vrai que j'arrive pas à marcher droit pendant 3 jours. Mais... Oui. Vous êtes réalisateur des films d'action ou des films de gastro ou... Vous êtes un obsédé? Non, je suis votre psychiatre. Ah oui. L'autre jour, une fille, elle m'a dit ta gueule. Après, je lui ai dit, mais quand même, mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Parce qu'elle m'a fourré dans la poche de sa robe, mais par révolte, j'ai quand même continué. Et toute la journée avec moi, elle a essuyé des choses, elle a essuyé des livres, de la poussière, des glaires. Et à un moment, elle a voulu essuyer ses aisselles. J'ai dit non, quand même pas. Elle m'a dit, tu veux que je rate mon rendez-vous? Alors après, elle m'a jeté de la falaise et là, j'étais quand même content parce que elle était plus là, mais en même temps, dans un sens pas beaucoup. Je me suis fracassé sur les rochers. Faut que je retrouve mon texte.
Ah oui, je me suis fractionné en 16 morceaux. Heureusement que je suis tombé sur une tribu de frères réfugiés nomades qui vivent de peaux mortes. Elles les récupèrent, les peaux mortes, pour faire de la maroquinerie. Et elles m'ont remonté entièrement. Bon, au début, elles avaient mis l'intestin, elles avaient monté l'intestin à l'envers. On a rigolé. Je rotais par les fesses. Et voilà. Merci beaucoup, Ammoniacal, qu'on peut applaudir bien fort. Un témoignage puissant. Arnaud Aymar, mesdames et messieurs, qu'on retrouve en spectacle. Ammoniacal sera là le 28 mars au Solo. Et Perceval, Soleil Noir, les 10 et 11 avril au Solo. Merci beaucoup, Arnaud. Désolé. Merci. C'était formidable. Ammoniacal qui habite dans sa tête. Très, très beau, très, très beau. Et on va continuer à parler logement avec Christophe Robert, qui est avec nous. On parlait donc de sans-abrisme. Est-ce que c'est un néologisme? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas très beau. Pas top. Non. Mais dès qu'on oublie qu'il y a des personnes derrière, c'est pas très beau. Mais c'est ça, alors faisons SDF, un petit point. c'est pas des personnes sans domicile, des personnes sans logement, des personnes sans abri, quoi. Ok. Voilà. Non, mais c'est un terme technique. Le Oui, c'est ça, c'est un nom. Ouais, mais ça non, n'existait c'est pas il y a quelques années. J'entends Non. parler dans la. Non, c'est pas dans les très médias, joli. Non. sans-abrisme. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Alors là, c'est un peu global comme question, mais sur la situation en ce moment en France, par exemple, ce soir, là, combien de personnes vont dormir dans la rue, par exemple, en France? Alors, c'est compliqué parce que le seul indicateur que l'on ait, c'est ceux qui appellent le 115 Oui. le soir venu parce qu'ils savent pas où dormir et à qui on dit il n'y a pas de place parce que c'est plein partout. Ok. Donc c'est à peu près 7 à 8 000 personnes par soir en France, dont 2 à 3 000 enfants. Mais on sait que c'est beaucoup plus que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans une ville où c'est tout saturé, t'appelles et on va dire ouais, vous avez des enfants? Ah, vous avez des enfants? Oui, d'accord. Vous avez des enfants de quel âge? 12 ans et 14 ans. Ah, non, nous, on peut que donner une solution aux personnes qui ont des enfants de moins de 3 ans. Ou à un autre endroit, les hommes seuls, par exemple, ils sont jamais servis parce qu'il n'y a pas de place. Et donc, c'est ceux qu'on considère moins fragiles, mais enfin, ils vont dormir à la rue. Quoi. Donc, il y a un tri qui se fait. On trie les ultra-prioritaires parmi les ultra-prioritaires. Et donc, en fait, on sait que c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, si on prend ce qu'on appelle les personnes sans domicile, c'est une catégorie de l'INSEE qui recouvre les sans-abri, mais aussi ceux qui vont dormir dans un parking, qui vont dormir dans un bois, qui vont... bref, des solutions indignes, en hébergement d'urgence pour une nuit. Ou dans leur bagnole, Ou dans leur bagnole. Ouais. C'est 350 000 personnes. Ah oui. Et le problème, et c'est là où on insiste, nous, les associations, la Fondation pour le logement, c'est que souvent on nous dit ouais mais il y en a toujours eu des personnes sans abri, il y en a qui veulent pas aller dans les centres, il y en a qui veulent pas aller je sais pas quoi. Ouais, enfin sauf que ça a doublé en 10 ans ce chiffre. En France, le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. Donc il y a un énorme problème. Là on parle des 350 000 personnes que tu viens de citer. Oui. Ok, ce chiffre-là c'était la moitié il y a 10 ans. Oui. Et il y a C'est un ça. Français sur 5 qui est mal logé. Alors non, il y a 4 millions de personnes mal logées en France parce que quand on parle de mal logement, il y a les personnes sans abri, il y a les personnes sans domicile, mais il peut y avoir aussi des personnes qui sont dans des logements dangereux. Regardez ce qui s'est passé à Marseille. Enfin, c'était des marchands de sommeil qui louaient hyper cher parce que les gens, ils n'avaient pas le choix. Tu louais 800 €, un pauvre truc hyper dangereux pour la santé qui finit par s'effondrer. Donc le mal logement, ça peut être aussi, parmi les 4 millions de personnes, des gens qui sont dans un logement, mais il est pourri, il est dangereux pour la santé, ou par exemple, vous êtes 10 dans 20 mètres carrés. Donc surpeuplement. Donc c'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui 4 millions de mal logés. Puis à côté des mal logés, il y a ceux qui sont fragilisés. C'est-à-dire, ils sont pas mal logés au sens de ce que je viens de dire, mais enfin, ils galèrent, quoi. Ils galèrent, ils ont un logement trop petit. Vous connaissez, les couples qui se séparent, mais ils ne trouvent pas de logement, de logement. Ceux qui n'arrivent pas à payer leurs charges, par exemple, donc ils ne se chauffent pas. Il y a 11 millions de précaires énergétiques en France, des gens qui, avec la flambée des prix de l'électricité, du gaz, ils n'arrivent pas à se chauffer. Alors, ils ne sont pas mal logés, au sens où je l'entendais tout à l'heure, mais ils ont des difficultés. Et là, si on prend le tout, c'est 15 millions de personnes. Et c'est ça dont tu parles, je pense. Okay. Merci Christophe pour ces chiffres. On a encore plein de questions à te poser, donc reste avec nous évidemment. On va se faire une petite pause. Disque, on ne sait pas, on s'en fout. De la pub, on ne sait pas. La vie est pleine de surprises. La preuve, Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre. Croyez en vos rêves. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité Christophe Robert de la Fondation pour le logement. On parle justement mal logement depuis le début de l'émission, des gens qui dorment dans la rue, mais je suis désolé Christophe, il y a beaucoup plus urgent.
La France a peur. Alors, cette semaine, on approche de Noël et j'aimerais vous préparer au débat du réveillon. C'est important parce que vous savez, bon, il y aura l'islam, il y aura l'immigration. Est-ce que Laurent Nunez est un réservoir à pipi? Classique. Mais préparez-vous à plus technique. Par exemple, à un moment, peut-être que Tati Chantal, elle va dire « Oui, mais Michel Onfray, il a dit que... » Hop. Parce que là, si vous n'êtes pas solide sur vos appuis, ça peut dégénérer. Parce que tout ce qui suit après Michel Onfray a dit que vous fait rentrer clairement dans une autre dimension. Parce que Michel, il est dans une autre dimension. On voit bien que le réchauffement climatique, alors tout le monde est dans le réchauffement climatique à cause des hommes, etc. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que l'astrophysique nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers. Mais pour ça, il faut faire un peu d'astrophysique. Voilà. Alors, un petit peu d'astrophysique avec Michel. Donc là, on est sur un Master 2 en Francis Lalanologie à l'université Jean-Claude Van Damme de Zinzinville. Vous voyez, je disais, il faut être quand même bien préparé. Alors, quoi faire? On est tenté de dire, mais enfin, Michel, aucun astrophysicien ne dit ça. Mais alors non, ne faites pas ça, dites plutôt, mais c'est tout à fait passionnant. Poursuivez. Le réchauffement climatique, c'est pas juste parce qu'on tire trop la chasse d'eau, c'est aussi parce qu'il y a des interactions de notre tout petit univers dans une configuration impensable avec les autres univers. Impeccable. Alors là, si votre tata vous dit ça, vous lui fabriquez un petit chapeau en aluminium pour qu'elle puisse se protéger des interactions entre les univers. Voilà. Ça, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Alors attention, c'est pas le moment de se détendre, parce que c'est comme avec Michel. Michel, hop, il peut partir sur un autre sujet, paf, l'IA. Cette intelligence artificielle, il y a derrière elle une intelligence qui la veut. Il y a une autre intelligence qui la veut. Et c'est une intelligence politique. Cette intelligence, elle est woke pour l'instant. Et hop, l'intelligence artificielle est woke. Eh ouais, vous l'aviez pas vu venir, ça. Mais c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça que je suis là pour vous préparer. Alors là, vous allez lui répondre que celle de Musk, elle a dit la semaine dernière que les chambres à gaz, c'était pour lutter contre le typhus. Bon, et qu'en termes de wokisme, on est quand même plus proche de Mengele que d'Eddie de Pretto, tout à fait honnête. Mais le temps que vous disiez ça, c'est déjà reparti sur les pubs pour les bagnoles hybrides. Donc une voiture hybride, c'est bien. D'abord, quand la voiture est hybride, vous avez aussi le couple qui conduit la voiture qui est hybride aussi, la plupart du temps. C'est un homme, un blanc, un noir, ou alors deux hommes, deux femmes, où ils sont blacks tous les deux, derrière l'enfant est blanc, ou c'est l'inverse. Il faut rouler propre, il faut la trottinette, etc., etc. Alors faites pas attention, parce que oui. Faites pas attention, des fois il y a le mot trottinette qui sort comme ça. Ça, Tati Chantal, Hidalgo, hop, kebab, il y a des mots comme ça qui sortent. Faites pas attention, ça c'est normal. Et restez solide parce qu'on n'a pas parlé encore de Gaza. J'ai pu, moi, rencontrer des enfants, des fils ou filles d'amis qui, à 15 ans, 16 ans, ont des avis sur la cause palestinienne. Et quand on commence à discuter en disant est-ce que tu as lu le Coran? Non. Est-ce que tu as lu une biographie du prophète? Non. Mais ils ont quand même des idées, ils ont quand même des avis. Oui, allez, connard. Vous pouvez pas être contre un génocide qui touche des musulmans si vous avez pas lu le Coran. Non, Michel, dans les années 40, il aurait dit écoutez, je vais lire la Torah et puis je vous donne mon avis sur tout ce qu'elle voilà. Alors, avec Tata Chantal, vous pouvez faire pareil. Si elle donne son avis comme ça là-dessus, vous dites, mais toi, Tata Chantal, tu l'as lu le Coran, toi? Voilà, et vous la regardez vomir son mousseux. En parlant du déclin de la civilisation face au djihadisme... Si en fait l'alternative c'est nous, c'est-à-dire LGBT+, etc., en disant vous avez la possibilité de louer des utérus, d'acheter des enfants, de regarder du porno quand vous avez 10 ans sur le net, etc., et que un certain nombre de prédicateurs disent cette société est décadente, on peut pas leur donner tort. On ne peut pas leur donner tort, puisqu'on autorise les enfants à regarder du porno à 10 ans et à changer de sexe. Alors là, normalement, Tata Chantal, elle a la tête dans le pâté aux morilles, et vous l'achevez avec un petit... Et Sandrine Rousseau, alors, t'en penses quoi? Et paf! Et voilà, régalez-vous, bonne préparation de réveillon à toutes et à tous. Merci Guillaume. Il va être tellement bien ce réveillon. Heureusement qu'il n'est pas invité à la télé. Nous sommes toujours avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation pour le logement des défavorisés. Christophe, c'est quoi, puisqu'on était sur les clichés et le grand n'importe quoi, c'est quoi, toi, les choses à propos des personnes sans abri, sans logement, sans domicile, qui t'énervent le plus? C'est quand on propose des solutions et que on n'arrive pas à les faire adopter, par exemple, au Parlement, à l'Assemblée nationale, ou des décisions de ministres, sous couvert du fait que ce serait de l'assistanat. Je supporte pas. Ah oui, ça existe encore. Je supporte pas. Ouais. Je supporte pas parce que je vais vous prendre un exemple. Oui, mais ça, on te le dit pas en face, dans des réunions fermées. Si, depuis quelques années, c'est open bar. Ah, Si.
Je donne un exemple. Ouais. La France, c'est un des seuls pays où il n'y a pas un droit ouvert pour les jeunes de moins de 25 ans. Le RSA, par exemple. D'accord ? Le RSA, c'est à partir de 25 ans. On est un des seuls pays européens où il n'y a pas une aide. Donc, quand vous avez, nous, dans les lieux d'accueil de la Fondation, des personnes sans domicile, des jeunes qui sont en rupture familiale, ils n'ont plus de contact, ils se sont fait virer de chez leurs parents, ils ont 22 ans, ils ont 0 € de ressources. Et donc, quand on dit, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas construire quelque chose avec ces jeunes, ils ne peuvent pas construire leur vie s'ils ont 0 € de ressources. Oui, mais ça va être l'apprentissage de l'assistanat. Si à 20 ans, 18 ans, on donne 500, 600 €. C'est ça, le discours. Je dis, mais à ces gens-là, qui vous disent ça, quand ils ont leurs enfants qui vont faire des études, ils vont leur filer de quoi louer un appart, ils vont leur filer de quoi manger, de quoi se soigner. Est-ce que c'est de l'assistanat ? Enfin, je veux dire, donc non, on a ces débats-là. On a ces débats-là. Et ça me fout en l'air. La deuxième chose qui me fout en l'air, et c'est aussi pour ça que j'ai fait de la sociologie, sincèrement, c'est de croire que si on a une situation qui est moyenne, confortable, c'est uniquement à la force de son poignet. Le quand on veut, on peut, quoi. Le quand on veut, on peut. Ouais. Franchement, alors je dis pas qu'il faut pas se dépasser, qu'il faut pas faire des efforts, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas la question. Mais c'est pas vrai que c'est que ça. Quand tu cherches un stage de 3e, quand tu cherches un stage, je sais pas quoi, dans les quartiers populaires, et que tu tapes à toutes les portes et personne te répond, c'est pas la même chose que quand t'as ton papa qui peut te trouver un stage, ta maman qui peut te trouver un stage. Et donc, ces inégalités-là, et c'est vrai à tous les niveaux de l'insertion, des passages de la vie, il faut les regarder, quoi. Et donc, que les gens ne lisent pas ça, la sociologie qui nous explique ça, moi, ça me rend fou, parce que c'est à partir du moment où on reconnaît ça qu'on doit les corriger, ces inégalités, les inégalités de patrimoine, et puis qu'on doit mettre en place des outils pour aider les gens, les protéger. Alors, il y a un outil Quand qui ils ont existe dans la loi sur le logement. Il y a, paraît-il, un droit au logement opposable. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi il n'est pas appliqué, en gros ? Alors, en fait, ça, c'est une loi qui a été votée après, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mouvement des enfants de Don Quichotte, qui avait mis des tentes au bord du canal Saint-Martin à Paris, avec les frères Legrand, Augustin Legrand, etc. Et ça avait beaucoup bataillé. C'était Christine Boutin, à l'époque, ministre du Logement. Waouh. Ouais. Quelle culture. Quelle référence. Enfin, essentiellement sur toute la vie de Christine Boutin. C'est d'accord. C'est pas le logement qui t'intéresse. Non, c'est Christine. On l'embrasse en tout cas. On t'embrasse, Christine. C'est partie des 20 ministres du logement que j'ai croisés dans mon parcours. Elle écoute avec son cousin Marie, là. Quelle histoire. Bref. Alors, sauf que c'était Chirac. C'est-à-dire que en fait, Jacques Chirac allait finir son mandat et il a dit, pour la sortie du canal, parce que ça se tendait, et le mouvement social était là, et d'ailleurs on a obtenu des choses. Moi j'étais avec Augustin Legrand, on était allé voir le Premier ministre de l'époque, on avait obtenu des choses pour les personnes sans abri, et Jacques Chirac avait dit, on va faire cette loi sur le droit au logement opposable qui a été votée aussitôt après l'élection. Alors, qu'est-ce que c'est un droit opposable ? Alors en fait c'est l'idée de dire, si jamais vous avez droit à quelque chose, là le logement, à un certain nombre de conditions, pour des personnes en priorité qui doivent être aidées, si jamais on vous le donne pas, ce logement, vous pouvez vous retourner contre l'État qui va payer des pénalités. On revient sur le sujet. Donc là, on se dit, c'est bon, problème réglé. Alors le débat, en fait, à l'époque, à l'Assemblée, c'était de dire, mais il n'y a pas les logements pour tout le monde. Donc est-ce qu'on fait le droit au logement opposable ou on attend d'avoir les logements ? Non, ils avaient dit, non, on va faire d'abord le vote de la loi parce que ça va pousser tout le monde à développer des bonnes réponses. Alors ça a permis quand même de loger des personnes, ce droit au logement opposable, qui n'étaient pas logées, qui n'étaient jamais logées, on va dire. Ça les a remis en haut de la pile, des personnes discriminées, des personnes qui jamais trouvaient en fait une solution. Donc voilà. Mais dans des territoires par exemple, comme l'Île-de-France, Paris, il y a encore plein de gens que nous on accompagne qui ont fait valoir leurs droits, ils sont pas logés. Le truc c'est que tu peux aller au tribunal pour faire payer des pénalités à l'État, mais ça revient dans les caisses de l'État. Alors, pour faire des réponses sociales, mais ça revient pas aux ménages mal logés. Ah oui. Non. L'État paye une amende dans ses propres caisses. Voilà. Ah, c'est pratique ça. Après, c'est Christine Boutin qui a inventé. Donc, c'est vrai que je sais pas à quoi je m'attendais, mais Donc toi, c'est quelque chose que tu conseilles ? Des fois, tu dis, porter plainte ou aller devant une juridiction ou... Ouais. On est allé jusqu'à l'Europe, enfin au tribunal européen. Ouais. C'est la tension. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On accompagne les gens pour faire valoir ce droit. Je crois que c'est important. Pareil, je parlais tout à l'heure de Marseille. Nous, on a accompagné les familles parmi les 8 personnes qui sont mortes dans les effondrements de Marseille. Et on les accompagne juridiquement pour être aux côtés d'elles. Ouais. Mais, si vous voulez, ça a quand même permis de reloger des personnes. C'est comme la loi SRU, ça suffit pas à régler le problème. Mais c'est un outil, quoi. Ouais. Ça peut être un outil. Et il y en a d'autres, des outils. Ouais. Mais le problème, c'est qu'au fond, disons les choses. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas la redistribution, s'il n'y a pas le partage des richesses, s'il n'y a pas
les outils de la protection, la main tendue quand il faut, on n'en sortira pas par la loi. La loi va aider à un moment, elle va booster, et il faut le faire. Elle est importante, mais ça suffit pas. S'il y a trop de monde, vous voyez ce que je veux dire? Les chiffres de la pauvreté, je ne sais pas si vous les connaissez ici, dans ce théâtre, mais aujourd'hui, selon les indicateurs qu'on retient, c'est entre 10 et 12 millions de personnes pauvres. Donc en soi, c'est inquiétant, mais c'est un chiffre qu'on n'avait jamais connu depuis 30 ans. Mais qui commente ça? Qui dit? Il n'y a eu aucun Mais nous commentaire du engueule pas, gouvernement. Christophe. nous, on l'a fait, on l'a fait, Non, mais je parle des responsables Ah oui, politiques, pardon, je parle pas des guignols. Oh là là, attention, l'émission dérape. Oh là là, oh là là. Alors là, Oh là là. Oh là là. Pardon. Oh là là. On va revenir Oh sur là la là, Pierre. alors tu suis fais foutu. bien. Oh là là, T'es oh là t'es là. foutu, car la séquence qui suit, Oh là là. Christophe. Oh. Parce que j'allais te remercier pour ton engagement, voilà. J'allais te dire des choses bien sur toi. Je devais dire que ça ne devait pas éclipser l'homme derrière le militant infatigable. Heureusement, Émeric est là. Et il a enquêté. Vas-y, Émeric. Robert, bonjour. Bonjour. C'est Christophe ou c'est Robert? Bonjour. Jamais su. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, et lui non plus, quelque chose de fou. Quelque chose d'invraisemblable. De féerique. Puisque, sachez-le, Christophe Robert est l'inventeur du dictionnaire. Mais non. Ah oui, Robert. Le petit Robert. C'est lui. Mais non, je savais pas. C'est le petit Robert. Ah, mais oui, bien sûr. Oh, les gauchistes, il a inventé le dictionnaire. On se réveille là. On applaudit, monsieur Robert. Bravo, monsieur Robert. Monsieur Christophe. Ouais. Hein, vous avez inventé quoi, vous? Hein? Vous avez inventé quoi? Du gourd isotherme? Bien. L'eau, elle reste froide pendant 12 heures. Oui, en hiver, oui. Bon. L'inventeur du dictionnaire, messieurs, dames. Ça veut dire quoi, litote? Aglette? Abstème? Ça veut dire quoi? On pourrait jouer des heures. Parce qu'avant l'existence du dictionnaire, c'était la pagaille. C'était la pagaille. Bah, on savait des mots, mais pas leur définition. Et ou l'inverse. On était là, par exemple, dis donc Daniel, cet organisme complexe, très résistant, formé de l'association d'un champignon et d'une algue qui ressemble à la mousse, qu'est-ce que c'est? Daniel, il était là. Daniel était là. Je ne sais pas. Et bah, grâce à Christophe, on sait que c'est... Un lichen. Ouais, Ah, bâtard, il savait. Ouais, il sait tout. Ah, tout ce qui est champignon, lui, il connaît. Bon. C'est vrai. Alors, comment tout ça s'est passé, Christophe, je te parle. Comment... Alors un jour, en fait, monsieur Robert Christophe, ou Christophe Robert monsieur, il était chez lui dans son château à Courchevel, je peux le dire. Hein. Très belle demeure, voilà, qui surplombe toute la vallée, 7 pergolas, tu me disais une piscine intérieure, une piscine extérieure, une piscine verticale, une douche sensorielle, des tapis de bain chauffants, un lit baldaquin, des toboggans inversés, 2 saloons, 18 vallées et un grippin solaire. Enfin, ce qu'on peut appeler un bien d'exception. Et Christophe, alors qu'il mangeait son fameux dos de serre, c'est vous qui racontez dans votre livre, dans ton livre, comment j'ai inventé les mots. Il en a eu marre de voir notre société galérer avec les mots sans définition et les définitions sans les mots. Il a donc eu cette idée lumineuse d'écrire le dictionnaire. Alors, tous ces valets étaient là. Oui, monsieur Robert, excellente idée, c'est une idée de génie, vous êtes le meilleur. Peut-on vous caresser l'entrejambe? Alors au début, le dictionnaire faisait que 2 pages, hein, puisque monsieur Robert ne connaissait que très peu de mots. Hein. Il y avait maison, habitat, porte, immeuble, loyer et location. Déjà une passion pour le logement. Ça se trouve, il s'est engagé dans le logement juste parce qu'il aime bien les logements. Moi, si j'étais au restaurant du cœur, je serais juste là pour les restaurants. Pas la meilleure vanne, celle-là. Non, mais il en faut des comme ça. Je l'ai mal faite, Ouais. Comme quoi, c'est un métier pour les jeunes. Bon. J'en commence. Il reste beaucoup de pages. Il reste encore tout seul. Oh là là. Après, je vais dire tous les mots qu'il a inventés. Et puis très vite, je me remets dans le personnage. Ah, je suis Arnaud Aymar. Non. Et puis très vite, se sont greffés au projet d'autres personnes afin d'étoffer le dictionnaire. Se sont rajoutés des mots tels que amplitude, girafe, aliéné, gouffre, gaufre. J'ai écrit ça quand, moi?
Alors pour la petite histoire, voilà, les autres auteurs ont voulu changer le nom du petit Robert, mais Monsieur Christophe a dit non, c'est moi qui ai inventé le truc, je veux garder mon nom, nanana. Enfin, on connaît les grands artistes et leurs égos. Je parle de toi, Juju, hein. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors bien entendu, ensuite, le dictionnaire est rentré dans le domaine public, échappant complètement aux mains de son inventeur et le dépourvant des recettes potentielles. De quoi? C'était après le cookie. Le dépourvant Oui, ça se dit, si c'est dans le dictionnaire. Bah ouais, faut demander à M. on va Robert. demander. Non. La bataille... Bon, je termine. Oui. On n'est plus à l'antenne, hein, Émeric, mais- Ah oui, il y a le CD derrière. Babylon, Babylon, burn. Et alors, bien entendu, ensuite, je sais plus où j'en suis. Mais vous avez déclaré récemment, Tu l'as déjà dit. dans le Challenge Magazine, je les aurai tous, ces bandes de chiens, ils m'ont piqué mon bébé, qu'ils crèvent chez Michel Onfray. En tout cas, on vous remercie pour cette invention qui nous sauve de bien des galères. Et puis, si vous voulez soutenir Christophe, qui maintenant en a bien besoin, faites des dons pour la Fondation pour le logement. Oh, Émeric, merci beaucoup. Merci pour ce travail incroyable, pour ces révélations. C'est passionnant. C'est passionnant à chaque fois. Le monde est fou, chantait Francis Lalanne. C'est celui qui dit qui est, lui répondait le monde. Ça tombe bien, c'est la pause musicale, Juliette. Avec un titre en un seul mot, et ce mot, c'est dépourvant, bien sûr. C'est pour vraiment. Mais non, mais Non, ce ça mot... n'existe pas, dépourvant. Non, ce mot, Mais je c'est... savais même pas ce que tu cherchais à dire en fait. C'était dépourvu, et je sais pas, il a mélangé... Dépourvant. Après, je parle anglais, moi. Non. Donc, alors, un titre en un mot, et ce mot, il est en haut de ma liste d'amour, pardon, mélodrama. Forcément, ça fait une chouette chanson, un duo entre deux chouettes personnes, This Is et Théodora. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité, Christophe Robert de la Fondation pour le logement des défavorisés. Ça fait un peu nom à particules, Christophe, de la Fondation. Elle, des particules, elle en capture pour les étudier. C'est notre physicienne préférée, Célia Pelluet. Alors imaginez, c'est la nuit et vous voyez des orbes lumineuses se déplacer lentement et en silence. Elles volent telles les fenêtres éclairées d'un vaisseau spatial venu du fond du cosmos pour envahir la Terre ou pire, voler la statue de Thomas Pesquet. Quand on voit une forme qui n'a pas de sens dans notre raisonnement logique, alors c'est nos émotions, c'est la peur qui prend le dessus. Eh bien rassurez-vous, j'ai une solution pour vous. En France, et seulement en France, on a un bureau d'études des ovnis. Et oui. On n'a pas un accès égalitaire à l'eau potable ou à l'IVG ou au logement sur tout le territoire. Mais cocorico, on a un service public des ovnis, le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a été créé en 1977 par l'Agence spatiale française à Toulouse. Donc à Toulouse, on fait du cassoulet et on étudie les ovnis. Voilà. Littéralement le scénario de la soupe aux choux. C'est parce qu'ils discutent en pétant avec les extraterrestres. Merci, Émeric. Alors, le GEPAN, il est composé de 3 employés et 15 enquêteurs bénévoles qui recueillent les témoignages et utilisent la méthode scientifique pour enquêter. Et une fois l'enquête terminée, les cas sont classés dans différentes catégories en fonction de leur étrangeté. Du cas A, parfaitement identifié, au cas D2, inexpliqué. Et les cas inexpliqués, ça ne représente que 3%. Alors par exemple, dans les cas inexpliqués, on retrouve ce cas de juillet 2024. La France vote en majorité à gauche et n'obtient aucun ministre de gauche. Niveau d'étrangeté maximal. Dans les cas expliqués, cette fois, il y en a à Marseille en 2022. Un témoin aperçoit dans le ciel des lumières qui apparaissent et disparaissent de façon anarchique. Il les filme avec son téléphone, les envoie au GEPAN. La conclusion, ce sont des goélands dont le dessous des ailes est éclairé par les lumières du stade Vélodrome. Is it a fly? Is it a bird? No, it was un concert de Joule. On a aussi les fameuses boules suiveuses, des lumières qui semblent vous suivre de manière intelligente. Et moi-même, j'en ai été témoin en école d'ingénieur pendant les soirées, mais il se trouve que ces boules suiveuses, c'était juste Nicolas qui n'était pas assez intelligent pour comprendre le sens de la phrase « Non, je n'ai pas envie de voir tes couilles, Nicolas ». Mais alors, nos lumières organisées du début de la chronique. Eh bien, c'est un phénomène très courant, ce sont des lanternes en papier. Et oui, si vous voyez une forme rouge-orange qui se déplace lentement, c'est des lanternes en papier. Tout est lanterne en papier.
Une société juste et démocratique dans une économie libérale, ce sont des lanternes en papier. Faut arrêter de croire n'importe quoi. Alors, petit point Gillette maintenant. On va parler de la méthode des rasoirs d'Occam. Entre plusieurs explications possibles, la bonne, c'est généralement la plus simple. Qu'est-ce qui vous semble le plus probable ? Que je n'ai pas encore compris ce que je vois parce qu'un effet d'optique trompe mes sens, ou que sur 7 milliards d'êtres humains, je sois la première à assister à un phénomène qui révolutionne l'humanité. À moins d'être Louis Sarkozy, comment peut-on avoir le melon de croire en la deuxième option ? Enfin, le melon, la mangue, du coup. Ben oui, évidemment, oui. Alors, tous les cas sont répertoriés sur le site du GEPAN et accessibles. Voilà. Ils ne nous cachent rien. Juste, nous, on a la flemme de tout lire. Bon. De toute façon, c'est souvent ça avec les scientifiques. On ne vous cache rien. On écrit même des textes très très longs avec nos recherches. Bah, du coup, tout le monde a la flemme de les lire. Normal. D'ailleurs, bonne technique, si vous voulez cacher quelque chose, noyer un scandale sexuel, publiez des milliers de pages de mails, et c'est sûr, personne ne les lira. Alors, en prenant chaque témoignage au sérieux, le GEPAN crée une forme de dialogue entre citoyens et scientifiques. Parce que oui, dans cette démarche, il est primordial de respecter les témoins. On ne se moque pas. On ne récupère pas leurs témoignages pour, par exemple, les diffuser à la radio nationale en rigolant. Oui. Là, Célia Pelluet est en train de jeter un regard extrêmement critique sur la petite personne de Guillaume Meurice. Oups. Et oui. Alors je sais, les explications rationnelles, ça peut sembler rabat-joie. Mais laissez-moi vous donner une bonne raison de les aimer. Souvent, à la fin, le coupable, c'est le capitalisme. Et oui, parce que inonder le ciel de lumière qui cache les étoiles, c'est le combat de nos milliardaires. Celui qui aujourd'hui pollue notre firmament, et on avait dit pas les mamans, c'est Elon Musk. Avec ses satellites Starlink, il met en péril l'astronomie au sol et notre capacité à rêver en regardant le cosmos. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de menace venue du ciel. C'est nous qui menaçons le ciel. Alors, je crois que si on a peur des ovnis, en fait, c'est parce que c'est un peu l'étranger ultime. Mais si les aliens viennent nous rendre visite, on a peur de quoi, au juste ? De la colonisation ? Du grand remplacement ? Est-ce que Zemmour serait le premier ufologue de France ? En fait, on a peur d'être colonisé, alors que la colonisation, c'est plutôt notre truc à nous, à la base. En fait, on projette notre propre violence sur une altérité imaginaire. On a peur d'être détruit, alors qu'on est déjà en train de s'autodétruire. Parce que franchement, quand on voit les résultats de la dernière COP, si des extraterrestres voulaient nous éliminer, je pense qu'ils se diraient « laissez-les faire, ils s'en sortent très bien tout seuls ». Merci beaucoup, Célia Pelluet. On retrouve en rodage avec ton nouveau spectacle à partir de 2026 à Paris, Toulouse, Lyon, Grenoble. Toutes les infos à trouver sur tes réseaux sociaux. Célia blague de trop. Célia Pelluet, merci beaucoup. Eh bien, on va retourner au principe d'incertitude. Pub ou disque ou les deux à la fois, on ne sait pas. Fin du suspense, maintenant. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Célia Pelluet qui est restée avec nous et notre invité Christophe Robert de la Fondation pour le logement des défavorisés. Lui, il a les faveurs de la presse réactionnaire ces derniers temps, de CNews à Sanglier Passion, Pierre-Emmanuel Barré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. 1, 2. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Et puis si vous n'avez pas le temps, eh ben, je vais vous la lire parce qu'elle est courte. Va chier, hein. Voilà. Alors, c'est un peu sec, désolé, mais je n'ai ni le talent ni la patience de Boris Vian, donc va chier. Hein. Va chier avec ton service militaire volontaire sous-payé 800 balles par mois, qui sera la seule option pour les 1 200 000 pauvres que tu as toi-même créés depuis 2017. Un va chier à répéter qu'il n'y a plus d'argent pour la santé, l'éducation, l'écologie, le logement, tout en augmentant le budget de l'armée de 60% en 8 ans. Va chier à attiser le sentiment nationaliste et patriotique pour draguer des fachos et essayer de laisser une vague sensation d'honneur dans les deux mandats les plus pathétiques des 5 républiques réunies. On va bien
bien chier avec ta panique autour de la Russie pour justifier le réarmement du pays et l'enrichissement de tes copains de Thales, Dassault, Safran et MBDA. Attention, Vladimir Poutine veut la grande Russie de Vladivostok à Brest. Si on fait rien, dans 3 mois, à la place des crêpes et du cidre, il y a des blinis et de la vodka. Mais ferme-la. Hein, les Russes, ils ont avancé de 150 km en 4 ans. S'ils parcourent les 3500 km restants au même rythme, il leur faudra encore 93 ans pour aller pêcher des moules à Paimpol, quoi. Et je vous préviens, je veux pas entendre « et gna 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 » et voilà, encore un gauchiste qui suce Poutine. Regardez, je lui ai fait une lettre aussi à Poutine. Hein, c'est écrit « va chier » en alphabet cyrillique. C'est un peu sec. C'est un peu sec, désolé, mais je n'ai ni la plume ni le self-control de Dostoïevski. Et je le sais très bien, je le sais. Hein, les Russes, ils ont un président autoritaire qui concentre les pouvoirs, respecte pas les résultats des élections, restreint les libertés, instaure une surveillance massive de la population et est prêt à utiliser la guerre pour rester à la tête du pays. Mais c'est super! Ça veut dire qu'on a un point commun avec eux. Je suis sûr qu'on peut finir par s'entendre. Nasrovia! Non mais sérieusement, vous avez entendu le discours de Macron jeudi? Nos jeunes du service national apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant, à l'ensemble des rituels qui nourrissent la fraternité de nos armées et concourent à la grandeur de la nation. Mais c'est ridicule! Mais c'est grotesque! On dirait un discours du président américain dans un film pourri avec un astéroïde qui va s'écraser sur Terre. Macron, j'ai envie de lui mettre 0,5 sur Halluciné. Vous allez vous battre pour votre liberté. Non pas contre la tyrannie, l'oppression ou la persécution, mais contre l'anéantissement. Nous ne disparaîtrons pas dans la nuit sans combattre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. C'est pas Macron, c'est Bill Pullman dans Independence Day, mais lui au moins, c'était bien joué. À la télé, ils sont tous là à répéter en boucle que la jeunesse doit être prête à s'engager pour le pays, à servir la patrie, à défendre la République, à renforcer la capacité de résistance de notre nation. Ça fait beaucoup de jolis mots pour dire mourir comme une merde dans une tranchée. Hein. C'est marrant parce que la guerre, c'est comme l'économie, c'est toujours ceux qui disent qu'il faut faire des efforts et des sacrifices qui en font aucun. Hein. Macron, il n'a pas fait son service militaire. Et il vient dire à tous les jeunes du pays que c'est super, mais vas-y! Mais si c'est si important, montre l'exemple! Enfile un treillis, rase ta petite mèche de banquier d'affaires et va vivre 10 mois en caserne pour moins d'un demi-smic! Et comme ça, s'il y a la guerre, comme tu sembles tellement le vouloir, eh ben génial! Tu pourras y aller! Tu pourras y aller! Et pour que tu concours vraiment à la grandeur de la nation, on t'enverra en première ligne et pas avec un fusil, avec le joli drapeau bleu-blanc-rouge pour lequel tu veux que la jeunesse se sacrifie, et un petit tambour. S'ils veulent un responsable, qui vienne me chercher. Ça, par exemple, je déconseille sur un champ de bataille. Hein. Mais t'inquiète pas. Quand t'entendras les premières balles siffler et que t'auras bien fait caca dans ton pantalon, tu pourras utiliser le drapeau pour te torcher. Et nous, comme on a bien compris qu'il fallait faire des économies en temps de guerre, on utilisera le même drapeau pour ton linceul. Allez, merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci Pierre-Emmanuel, qu'on retrouve en tournée dans toute la France, au Bataclan, à Paris, au printemps. Et toujours en librairie, les chroniques de Saint-Roustan. Merci Guillaume. Merci beaucoup. On est toujours avec Christophe Robert de la Fondation pour le logement des défavorisés. Et puisque Pierre-Emmanuel vient de parler d'une personne qui s'appelle Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a également dit que plus personne ne dormirait à la rue en 2017. Il a dit ça, je crois, en mi-2017. Et il avait dit à la fin de l'année, plus personne ne dormira à la rue. Est-ce que toi, les politiques, c'est des gens que tu rencontres? Et qu'est-ce qu'ils te disent quand ils sont en face de toi? Oui, c'est des gens que je rencontre. Ouais. Tu pourras les saluer de notre part. Oui, je rencontre. J'en suis au 20e ministre du Logement. Donc tu les rencontres, ouais. Bah oui. Alors oui. Enfin, nous, on a des propositions, on a envie de faire avancer les choses, on fait savoir aussi ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Ils prennent des notes, ils disent très intéressant. Et après... Non, mais c'est vrai, Bah, c'est une vraie question en fait. Qu'est-ce qui se passe quand t'es en face d'eux? Il y a des moments où il se passe rien, et puis il y a des moments où il se passe des choses. Et nous, le combat, enfin, je veux dire, on fait pas de la politique. Nous, on défend la cause des mal logés avec d'autres associations. C'est de la politique, mais ouais. Oui, non, mais au sens pas partisan, c'est-à-dire qu'on fait avancer si. Je sais pas moi, si on fait. Si Christine Boutin fait un truc bien, bon, bah on le dit, d'accord. Oui, enfin, c'est pas... Mauvais exemple. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si on peut faire avancer une cause, même un peu, c'est quand même des gens derrière. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu
fait un dispositif qui permet d'éviter que les gens soient expulsés, parce que tu leur donnes des aides, Ouais. bah, c'est chouette quand Bon, même. par exemple, on avait un ministre du logement qui s'appelait Kasbarian. Oui, mais... Qui... Eh oui. C'est pas l'esprit de l'émission, celui-là, hein. Qui est donc à l'origine de cette fameuse loi qu'on appelle la loi anti-squat. Est-ce Ouais, que... mais là... Alors, bah oui, mais c'est- Mais dis Oui, du mal mais- des gens. Mais c'est pas ça, Émeric. Oui, mais c'est Est-ce pas que, des lui, gens. est-ce que lui, par exemple, tu l'as rencontré quand Oui, il- quand- oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il te répond quand tu lui dis, écoute, là, Alors, je crois l'ai pas que tu fais revu de la merde. depuis. Mais il est plus, c'est même plus lui, je crois. Alors, pendant la loi, non, c'est une catastrophe. Ouais. C'est, en fait, dire deux mots. Oui. Les expulsions locatives, c'est des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer parce qu'ils ont à un moment des difficultés. Donc, ce qui marche, on le sait depuis des décennies, c'est d'aider les gens. C'est-à-dire quand ils ont un premier impayé, un deuxième impayé, les aider, parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas, par exemple, qu'ils ont le droit à des APL, qu'ils ont le droit au fonds de solidarité logement du département pour les aider et éviter l'expulsion. Ça s'appelle la prévention. Donc, on connaît ça par cœur, nous, à la Fondation, on a plein de juristes, on a plein de gens qui accompagnent les personnes qui sont menacées Et quand tu d'expulsion. lui dis ça, Quand tu lui dis ça, il te dit droit de propriété. Ouais. Et il te dit, ça dérange des propriétaires, il faut accélérer les expulsions. Mais je suis en colère et je suis triste. Parce qu'on a atteint un nouveau record d'expulsions dans notre pays, qu'on n'avait jamais atteint. Elles ont doublé en 20 ans, les expulsions. Et là, il a voté une loi, il a fait adopter une loi qui accélère. Rendez-vous compte que même les juges peuvent moins donner des délais quand il se trouve qu'ils sont en face d'une femme avec 2 enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir et que le juge serait tenté de dire bah, on va échelonner la dette, on va ceci, on va cela. Ils ont même essayé de border ce que les juges peuvent faire ou pas. Et donc le résultat, il est là. Il est dans les statistiques du nombre d'expulsions. Donc oui, là, c'est une catastrophe. là, c'est un dialogue de sourds, donc tu n'arrives pas à les convaincre, ou alors il t'écoute. Non, c'est poliment. pire, là. C'est pire. Moi, je suis désolé, c'est pire. C'est pire parce que moi, derrière, j'ai en tête des gens qui souffrent. Les expulsions, c'est un traumatisme. C'est quoi une expulsion quand c'est les forces de l'ordre qui arrivent? Ils prennent vos meubles, ils prennent les enfants, ils vous mettent en bas de la cage d'escalier, ils changent la serrure. C'est ça dont on est en train de parler. Donc on peut toujours discuter, oui, mais le droit de propriété, oui, d'accord. Si jamais la personne ne pourra pas continuer à payer, c'est pas au propriétaire d'en faire les frais. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Mais dans ce cas-là, on l'accompagne vers un autre logement, vers une autre solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le bon sens. Et là où je dis je suis triste et en colère, c'est que quand on sort les chiffres, parce que la trêve des expulsions vient de commencer, le ministre lui-même reprend les propos que je porte sur une émission de grand public et qui dit eh ben oui, on a accéléré l'expulsion et il faudrait encore continuer. Oui, c'est ça, ils sont. Et là, je pense qu'on dit. dépasse les limites. C'est pour ça que je suis en colère et triste. C'est indigne. Juliette? Mais est-ce qu'il n'y a pas de toute façon un problème avec l'idée même d'un ministre du logement? Je m'explique. Il faudrait qu'il soit au même niveau que d'autres ministères, si on voulait vraiment envisager de régler le problème du mal logement, il faudrait qu'il comprend les sans-abri et tout ça, mais aussi les gens extrêmement mal logés. Il faudrait que ça soit en lien avec le ministère de la Santé, avec tout un tas de ministères, et surtout il faudrait que ce soit doté de moyens que de toute façon le ministère du logement n'aura jamais et n'a jamais eu. Complètement. Mais vous savez, 2 secondes. Ouais, vas-y. Au fond, le logement, il est considéré comme un truc technique ou un truc qui coûte. Donc, il y a eu des coupes très importantes depuis que Emmanuel Macron est au gouvernement sur le logement social. On a fait une ponction de 1,3 milliard € par an. Résultat, 125 000 logements sociaux financés en 2017, 85 000 l'année dernière. Et quand tu perds 40 000 logements, c'est 40 000 familles que tu ne peux pas loger par an. Oui, parce que comme c'est considéré comme un problème technique ou un problème qui coûte à la nation, mais on oublie tout ce que ça implique les conséquences du mal logement ou les bonnes conséquences du bon logement. C'est l'école des mômes. Nous, on voit des mômes qui font leur devoir sur la cage d'escalier parce qu'ils sont serrés comme pas possible. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, la précarité énergétique, bref. Vous avez un impact sur la vie de la famille, les choix de la famille. Vous avez un impact sur la vie sociale, sur les violences conjugales. Il y a des femmes qui restent chez elles parce qu'elles n'ont pas d'autre solution alors que le conjoint violent, il est là, il est chez elles. Donc il y a des dispositifs ici et là qui permettent de répondre à ça, mais pas suffisamment. Et donc, en fait, le logement, comme l'éducation, comme la santé, finalement, comme l'emploi, c'est les 4 gros sujets. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et tu as raison, jamais il est manqué à ce niveau-là. Et Il pour y a eu une finir, période à un moment, mais bon, bref, on va pas raconter toute l'histoire pour du finir logement. de t'énerver encore plus, parce Non, que je m'énerve j'adore pas. énerver les gens. Je m'énerve pas, j'explique. Est-ce que tu rencontres des politiques d'extrême droite qui te disent bah oui, on n'a pas la place pour loger les bons Français parce qu'on accueille trop d'immigrés? Oui. Et qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, d'abord, je voudrais alerter.
sur un point. On vient d'avoir une mesure proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances, dont on ne sait pas bien comment il va être voté, là, mais qui, pour la première fois, fait de la préférence nationale sur le logement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet, dans ce projet de loi de finances, de supprimer les APL, les aides au logement, pour les étrangers extracommunautaires non boursiers. Ça veut dire que c'est 300 000 potentiels étudiants qui vont perdre 100 à 250 euros par mois, si jamais c'est voté en l'état. Donc c'est d'abord un problème pour ces 300 000, pour les gens, mais c'est un problème parce que c'est un premier... On sort de la logique française de la protection sociale qui dit non. Alors évidemment, celui qui n'a pas de papier, il n'a pas d'aide. Mais celui qui est étranger ici doit avoir comme les autres. Et puis ça participe pour des raisons sociales, ça participe au rayonnement de la France. Être capable d'accueillir des étudiants étrangers convenablement. Et donc là, on nous sort l'argument de ceux qui portent ça pour dire les échanges qu'on a, c'est ah oui, mais on va pas filer des APL aux propriétaires de ranch américains. Quoi ? Bah oui. Parce que c'est extra-communautaire, c'est en dehors de la communauté européenne. Mais franchement, quand vous regardez les files d'attente des distributions alimentaires, quand vous voyez les étudiants, quand vous voyez le niveau, le coût du logement aujourd'hui, il y a peu de propriétaires de ranch. J'ai pas fait de sociologie. Il y a peut-être j'avais pas pensé comme ça. Chapeau. Il y en a 7. Il y en a 7 selon Eric André. Non, mais merci en tout cas. Merci Christophe d'avoir rappelé. Faut faire attention. Ouais, évidemment. Merci pour ton boulot. Et on salue tous les gens qui travaillent évidemment à la Fondation pour le logement des défavorisés. On peut les applaudir d'ailleurs. Il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de gens courageux qui sont sur le terrain et qui font un super boulot. Et heureusement qu'ils sont là. Il y en a une que les histoires passionnent, que l'aventure humaine fait vibrer, que les personnages qui se meuvent émeuvent. Oh, Juliette Arnaud. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Un des trucs qui fait ma joie en ce bas monde, c'est quand il y a un tube tout neuf qui arrive et que c'est une histoire vieille comme le monde, et ben je suis en joie. Le girl band Katsai vient de sortir une chanson qui s'appelle Gabriella. Gabriella, la, la. Je vous traduis les paroles. Gabriella, tu es le premier rôle, l'attraction principale, tous les regards te déshabillent et tu pourrais avoir n'importe quel mec, je t'en supplie, pas le mien. Oh. J'ai cru voir un rominet, me suis-je dit. Je la connais, cette histoire. 1973, Jolene, de Dolly Parton. Je traduis. Ta beauté est incomparable, ton sourire est une brise de printemps, ta voix douce comme une pluie d'été. Je ne peux rivaliser avec toi. Jolene, s'il te plaît, ne me promps pas l'homme que j'aime. Petite note, ayez moins peur des filles, mesdames, et considérez plus vos mecs comme des sacs à merde. Mais il ne s'agit pas réellement ni dans Jolene. Mais tu n'es pas mon mec. Il ne s'agit pas réellement ni dans Jolene ni dans Gabriella de rivalité amoureuse. En fait, ces deux personnages, Jolene, Gabriella, elles apparaissent comme l'équivalent dans un cadre intime d'une putain de catastrophe naturelle devant laquelle il n'y a rien à faire sauf se cacher dans un trou de lapin et exprimer une prière humble, malheureuse, touchante. Mais la nature, profondément, n'a rien à voir avec Jolene ou Gabriella. C'est une création venue du fin fond des âges farouches. Elle est une invention des hommes. La plus connue, c'est Hélène de Troie. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Que c'est la fille de Zeus. Pour autant, c'est pas une déesse. Qu'elle est, et je cite, la plus belle femme du monde. Elle devient alors reine de Sparte. Elle est mariée au grec Ménélas. Là arrive le Troyen Paris, qui la séduit, la ramène ou la rapporte, c'est pas clair, à Troie. Et de là, comme on dit chez les Marseillais, en avant les problèmes. Ce qu'on sait surtout et ce qu'on retient, c'est que la plus belle femme du monde est la cause de la plus effroyable guerre de fiction qui aboutira à la fin de l'immense civilisation troyenne. Hélène, quoique jouet des dieux et des déesses, est alors classée fatale. Mais ça, c'est un point de vue mais très, très, très extérieur. Alors ça suffit.
La parole est à la défense. Et ce qui m'interloque, c'est qu'il faut chercher dans la comédie pour que les accusés puissent parler et exprimer leur perspective à elles. Jessica Rabbit, dans Qui veut de la peau de Roger Rabbit, 1988. Vous savez, la pin-up rousse, le toon, accusé d'avoir trahi son lapin de mari, Roger Rabbit. Et elle répond, elle l'a jamais fait, hein, elle l'a pas du tout trompé. Et qu'est-ce qu'elle répond, Jessica Rabbit? Elle répond, mais je ne suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Toujours dans le registre de la comédie, un roman hilarant de 1926 qui s'appelle L'éclatante beauté de Sally, d'Elisabeth von Arnim, écrivaine britannique. Comme le titre l'indique, Sally, elle est belle à faire tomber les mâchoires et tous les mecs se comportent comme des zinzins dès qu'ils sont à côté d'elle. C'est une litote, je cite l'écrivaine. Malgré une vie courte, Sally avait déjà causé du trouble et de l'agitation, et ce, en dépit de tous les soins pris pour la tenir à l'écart. Oui, ses parents la planquent. Ils en font une petite personne d'intérieur entre la cuisine et la cour, bien tranquille, bien polie, bien sage, bien patiente. Et là, ses parents, ils lui trouvent un mari qui est complètement ahuri par sa chance, jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'effet que lui fait Sally, c'est le même sur les autres. Alors son mari se persuade que tout ce chahut est dû à quelque chose dans l'attitude de Sally. Et il sait que c'est profondément injuste de lui en vouloir. Mais, je cite l'autrice, il n'arrivait pas à concevoir qu'une femme, si belle soit-elle, ne puisse en Angleterre vaquer tranquillement à ses affaires sans être inquiétée. Je précise que le mari, c'est un intellectuel. Petit conseil de l'intello à sa femme, tu devrais essayer de mieux cacher tes cheveux. Sally, résignée de soupirer, mais ça ne changerait rien, les gens me regardent quand même. La belle-mère de Sally demande à Sally, mais vous savez, vous avez conscience de à quel point vous êtes belle? Et Sally lui répond, mais j'y peux rien. C'est peut-être pas très raffiné intellectuellement, mais bon sens et pertinent quand même. Quant à moi, dans un souci de pertinence, j'aurais pour épitaphe, la légende raconte qu'enfant, ses cousins la surnommaient Simplet. Elle fut à la hauteur de sa mythologie. Juliette Simplet Arnaud. Merci Juliette. On peut retrouver en podcast, en vidéo et aussi sur Insta. Juliette Arnaud, Pénélope. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être là, le public de l'Européen. Je signale que la billetterie de janvier et février ouvre ce mardi à 18h. Toutes les infos sur nova.fr si vous voulez voir nos physiques de rêve en vrai. On va se retrouver dans quelques instants avec Christophe Robert de la Fondation pour le logement. En attendant, il ne va rien se passer d'intéressant. Donc allez voir sur Internet pour envoyer de l'oseille si vous en avez. Parce que là, pour l'instant, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Christophe Robert de la Fondation pour le logement des défavorisés. Il est 19h43 et voici venu le moment de notre séquence, l'invité de l'invité. Toutes les semaines, c'est l'invité qui choisit. Merci d'accueillir chaleureusement Nathalie Besson qui est avec nous. Salut Nathalie. Bienvenue à toi Nathalie. Tu viens de Nîmes et tu es responsable d'une pension de famille. Alors, on voit Vive le Gard, entend-on dans le public, par une personne. Il ne faut pas exagérer, il n'y a pas un énorme buzz sur cette région pour l'instant. Pension de famille, est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Oui, alors voilà, je suis effectivement haute coordinatrice des pensions de famille de l'association SPAP à Nîmes. Okay. Et nous sommes soutenus depuis maintenant bientôt 18 ans par la Fondation en termes de réalisation de projets et dans l'accompagnement artistique. Mais j'en parlerai peut-être après. Alors, une pension de famille, c'est quoi? Je vais raconter un petit peu parce que, comme ça, pension de famille, on ne sait pas trop. Alors, la pension de famille, c'est une résidence sociale qui permet d'accueillir des personnes en grande précarité dans un logement autonome pérenne. On est sur du logement et de la collectivité, du collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens sont logés pour toute une vie s'ils le souhaitent, ou pour le restant d'une vie s'ils le souhaitent. Donc ils ont chacun un petit appartement pour une étape de vie. Alors ces personnes souvent arrivent après, effectivement, c'est un peu ce que disait Christophe tout à l'heure, après parfois une expulsion, parfois des nuits à l'hôtel, sont des gens qui ont connu des parcours chaotiques, compliqués,
des gens fragilisés et qui à un moment se retrouvent face à des situations sans logement, sans rien. Et comment Sans ils rien. arrivent jusque chez toi, les couple? Alors, il y a aujourd'hui un service qui s'appelle le SIAO, Service intégré d'accueil et d'orientation, qui, alors je vais faire très simple, mais qui rassemble en fait un petit peu toutes les demandes, effectivement, toutes les personnes repérées par les travailleurs sociaux, les mandataires, en fait, instruisent des dossiers et ces dossiers, après, sont dispatchés selon l'urgence. Donc, nous, on reçoit effectivement ces dossiers et après, la grande difficulté, c'est de faire des choix au vu du nombre de personnes encore en précarité dans la difficulté, quoi, sans logement. Nous, on est vraiment, ce qui est très important dans la pension de famille et ce qui est c'est vraiment un outil magique, la pension de famille. Je peux le défendre énormément. Je suis une passionnée depuis 18 ans de ce dispositif parce qu'on est vraiment sur du logement pérenne. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire que quand on nous dit à un moment, bah oui, tu vas pouvoir à un moment vivre quelque part dans ton logement toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. On sera là pour t'aider, pour t'accompagner parce que cette partie collective, c'est ça. Eh bien, je crois qu'on y arrive. Et peu importe ton histoire, peu importe d'où tu viens, qui tu es, à partir du moment où tu as envie de cette collectivité qui est bienveillante, puisque ce sont des structures à petite échelle. Il y a combien de logements? À peu près entre 20 et 25 logements. Ah oui, quand même, ouais. Mais c'est-à-dire 20 ou 25 familles où il y a aussi des gens seuls? On peut accueillir... Alors, nous, à Nîmes, à la SPAP, on a fait le choix alors, d'abord, ce sont des personnes qui bénéficient des minima sociaux, donc qui sont effectivement adultes et qui ont qui sont parfois seuls. Mais nous, on peut aussi accueillir des personnes, des familles monoparentales ou des couples. Ça n'est pas le cas de toutes les pensions de famille. Voilà, c'est le choix que la SPAP a fait à l'ouverture il y a 18 ans. Comment c'est financé? Alors, on est financé par l'État. Avec nos impôts, hein? Ah oui, c'est l'État, ouais. Eh ben, ça coûte pas bien cher alors à l'État, les pensions de famille, parce que je pense que c'est l'un des dispositifs qui coûte, peut-être que je me trompe, mais l'un des moins chers, je crois, du logement accompagné. On est à 19,50 € par jour par habitant. Ouais, mais ça, plus ça. Émeric devient notre caution de droite, c'est incroyable. Je tiens à dire que nous sommes 2 salariés sur le terrain, ce qui n'est pas Mais beaucoup. ne lui répondez pas, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Vous voyez bien qu'il est con. Je suis un être humain, Mais il l'a dit, Christophe, c'est un guignol. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, mais c'est... On est avec nos impôts, là. Juste, Guillaume. Oui, Christophe, vas-y. Juste, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu es à la rue, ce qu'on te dit, c'est que tu vas au mieux, on le disait tout à l'heure, avoir un hébergement dans un hôtel bien loin. Parfois, tu peux pas faire la cuisine. Parfois, tu as des mômes. Tu peux pas inviter qui tu veux. Du jour au lendemain, tu peux être expulsable. D'accord? Là, tu es dans du droit commun. C'est ton logement. Tu es chez toi. Tu invites qui tu veux. Tu restes autant que tu veux. Et pour les gens dans le parcours de vie là, dont parlait Nathalie, mais ça change tout. Tout d'un coup, je suis sécurisé. Je peux me construire. Donc nous on dit c'est comme ça, c'est à partir du logement qu'on reconstruit, c'est pas l'inverse. Et c'est alors vous êtes c'est à Nîmes. Bienvenue dans mon monde. Ah oui, là, Christophe, moi je te voyais partir tout droit, j'ai dit, il fait une erreur. À Nîmes. Il y a une sale ambiance, hein. Vous êtes à l'intérieur de la ville, vous avez pu... Ouais, alors les pensions peuvent se... Oui, bien sûr, n'importe où, mais vous, à Nîmes, vous êtes à l'intérieur de la ville. Oui, on est... et c'est la municipalité de Nîmes, c'est la région qui vous a trouvé les locaux, qui vous a proposé alors, les locaux. Alors nous, c'est l'association qui a fait construire sur un terrain. Oui, d'accord. Alors nous, l'association qui a fait construire, là, on est sur le projet d'une deuxième pension. Et je suis très fière de le dire d'ailleurs, puisque les travaux ont attaqué. Alors les municipalités, parfois, sont... dans le Gard. Parce que non, jamais. Et effectivement, pourquoi? Parce que ça fait peur, parce que on connaît pas, parce que c'est un public. Je vous passe les détails de ce que j'ai pu entendre. Et comment on peut t'aider, nous, en tant que citoyen? Il faut parler des pensions de famille. Il faut dire que le logement pérenne, le logement, effectivement, quand on se retrouve dans un logement à soi et qu'on a une boîte aux lettres, des clés, un trousseau de clés, et qu'on se dit... Punaise, voilà, enfin, je vais pouvoir revivre, survivre, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. Bon, il me semble que déjà, c'est gagné. Comment on peut nous aider? C'est en parlant, en donnant du fric à la fondation, parce que effectivement,
Donc à la Fondation pour le logement, mais ça passe pourquoi par là. Mais parce que ça redescend après, évidemment. Parce ça ruisselle, que le combat, bien sûr, Nathalie. J'essaye de t'aider depuis le début, Nathalie. C'est des guignols. En tous les cas, Les guignols sont de eux ils nous retour. soutiennent depuis bien longtemps et ils nous soutiennent sur le projet à venir. Donc oui, pour nous, s'ils ont, on a. Enfin, Ok. voilà. Merci beaucoup. Merci Nathalie, en tout cas. Merci Nathalie Besson. Merci d'avoir été avec nous et bravo. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens comme toi qui existent. Et merci à Christophe. Reste avec nous, Christophe Robert. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment comme musique, Christophe? Tiens. La Maison Tellier. La Maison Tellier. Alors là, Ah ouais, ça t'aimes peut- bien les maisons, toi. Putain, hein. c'est vrai qu'il y a vraiment une cohérence incroyable dans cette vie. Mon HLM de Renault. Enfin, bon, je change, quoi. Je n'y avais pas pensé, ouais. Pirouette, Quatre plus rien, toi, de Ouais, ouais, Benabar. On peut rien dire ici, on peut rien dire. On peut tout dire. mais- Alors Juliette, est-ce qu'on écoute quelque chose qui On ressemble va pas écouter la Maison Tellier, mais en 2003, mince. Christophe, je crois que tu n'avais pas encore soutenu ta thèse de sociaux. En quoi? Tu n'avais pas encore, en 2003, tu n'avais pas encore soutenu ta thèse de sociaux. Non. Voilà. Voilà. Donc comme quoi Wikipédia raconte pas que des conneries. Et Snoop Dogg faisait de la musique avec les Neptunes et chantait Beautiful avec Pharrell Williams. Et bien sûr Beautiful, c'était une fille en maillot de bain. Et elle est vieille l'histoire, mais elle est quand même cool la chanson. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité Christophe Robert, avec qui on parle logement des plus défavorisés. Elle habite au Wokistan, le Mordor de Bolloré. C'est ma Marie. Alors, d'après une étude scientifique sur laquelle je suis tombée cette semaine, l'adolescence se terminerait à 32 ans. Est-ce que ça m'arrange parce que j'ai 32 ans? Oui, ça justifie au moins pourquoi j'habite encore dans 19 mètres carrés. À moins que ce soit l'inflation. Je me rappelle plus lequel est lequel, je les confonds toujours, comme Cyril Hanouna et Bolloré. Ça m'arrange aussi parce que ça me permet de vous dire que je tombe sur des études scientifiques, voilà. Oups, pardon, je viens de trébucher sur la Pléiade. Ce bleu sur mon mollet, une thèse d'astrophysique. Bon, généralement, je m'en tiens à lire les titres. Et si on s'en tient à l'adolescence finie à 32 ans, on se dit, bah voilà, Jésus-Christ, c'était vraiment un délire d'adolescent. Non mais, c'est vrai, changer l'eau en vin, on se douche avec quoi après? S'il avait vécu 2-3 ans de plus, il aurait fait un truc plus pragmatique, genre changer l'eau en citrate de bétaïne. mais quand on ouvre l'article en entier, on découvre que, waouh, mais il y a plein de lettres et de dessins! Et on parle pas ici d'adolescence sociale, mais cérébrale. D'ailleurs, cette période qu'on associe souvent à l'irrationalité est en fait la seule où l'efficacité du cerveau s'améliore. À la fin de cette phrase, il me manque une blague parce que je ne suis plus dans cette période d'efficacité optimale. Justement, je l'ai dépassé. L'étude de Cambridge décrit 5 stades dans la vie de notre cerveau. Le moment où on a le plus de connexion cérébrale, c'est à la naissance. C'est d'ailleurs pour ça que les bébés pleurent beaucoup. Ils se disent « Mais quel monde de cons !» Les connexions déclinent de 0 à 9 ans, puis de 9 à 32 ans, c'est l'adolescence cérébrale. Les connexions augmentent et sont de plus en plus efficaces, sauf chez les modèles défaillants tels que Jordan Bardella. C'est le col roulé, en fait, il empêche les infos de circuler. Mais, même si c'est la période où notre cerveau a la plus grande plasticité, c'est aussi la période où on est le plus vulnérable aux troubles de santé mentale. Et non, je ne reviendrai pas sur Jordan Bardella. Avoir des troubles de santé mentale n'est pas une insulte. Être Jordan Bardella, par contre, j'ai pas fini ma phrase parce que je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Je suis une personne noire. Si quelqu'un porte plainte contre moi pour cette chronique, bah, quelle boucle d'oreille vous trouvez que ça va mieux avec une tenue orange? Et de 32 à 66 ans, période qui inclut le plus de personnes autour de cette table, on atteint ce qu'un membre de l'équipe de recherche de Cambridge a décrit comme un plateau d'intelligence et de personnalité. Quelle belle manière de dire qu'on devient relou. Non mais ouais, si vous avez moins de 30 ans, là, dans cette salle, ou si vous nous écoutez à la radio et que vous avez moins de 30 ans et qu'on vous fait la leçon, n'argumentez plus, dites juste « Je remarque que tu as atteint un plateau d'intelligence et de personnalité. » À cette période-là, on ne remarque pas
forcément de déclin, mais pas non plus d'augmentation spectaculaire, voilà, au niveau du cerveau. Donc, en d'autres mots, c'est ni les audiences de France Inter, ni celles de Radio Nova. On est sur un rythme de croisière, voilà. Et de 66 à 83 ans, on a un peu moins de connectivité. Disons qu'on passe de 4 barres de Wi-Fi sur 5 à 5, voilà. Puis, au-delà de 83 ans, on est en Edge. Mais que ce ne soit pas un prétexte pour critiquer les vieux, parce que si tu as plus de 83 ans et que tu écoutes Nova, mais je te veux dans mon équipe. Non, mais clairement, bah oui, parce qu'en fait, j'habite dans 19 mètres carrés, je dois bientôt partir et je cherche des propriétaires de gauche. Voilà, si quelqu'un veut me loger, quoi. Enfin, je trouvais que c'était la bonne thématique, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on dit qu'on ne pense pas pareil, littéralement, on ne pense pas pareil. Et je profite d'être sur ce plateau d'intelligence et de personnalité qu'est la dernière pour proposer une nouvelle fête. Après la bar mitzvah à 13 ans, la quinceañera à 15, le sweet 16 à 16, je propose qu'on célèbre le truculent 32, passage à l'âge adulte où on remplirait enfin nos papiers administratifs à l'heure. Merci beaucoup, ma Marie. Ma Marie, on te retrouve en spectacle à Paris, au Théâtre Le République, les 10 et 24 décembre, et à Montpellier, au Trioletto, le 8 janvier. Oui. T'as bien fait de parler logement, parce qu'on est toujours avec Christophe Robert de la Fondation pour le logement des défavorisés. On a parlé engagement, on a parlé de ton invention du dictionnaire, formidable. Mais on a envie d'en apprendre encore davantage sur toi, et je crois que Juliette Arnaud t'a posé des questions. Je t'ai demandé, Christophe, quel film t'étais resté de l'enfance. Tu m'as répondu Les temps modernes de Charlie Chaplin, 1936. Charlot sur une chaîne de montage qui sert des boulons, un homme qui cherche le bonheur malgré les temps modernes. Charlie Chaplin disait, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, mais enfant, quand on regarde les temps modernes, on rit surtout, non? Bah oui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien, c'est que Ouais. je me marrais, je trouvais ça génial. Et puis après, j'ai compris que ça parlait de choses sérieuses, quoi. Ouais. Voilà. Tu l'as revu, adulte? Oui, je l'ai revu plusieurs fois. Et je retrouve aussi, il y a de la grâce, il y a de l'amour. Et puis, il y a cette fille aussi qui est sans domicile, enfin sans abri. Oui. Et puis, cette relation. Et quand ils partent... Et puis, quand même, l'économie, quoi, qui domine tout, enfin, au point de déshumaniser à un point dingue. Moi, je trouvais ça marrant, en fait, il tournait autour avec sa clé comme ça, mais en fait, c'est pas marrant, quoi. Non, c'est pas tant Ben non, marrant. mais C'est pas je trouve tant ça pas marrant. mal, quand même, que ça soit marrant, mais que c'est pas marrant. C'est pas tant marrant. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Alors là, attention... Ah oui, mais... La grosse pièce, Eh oui, d'accord. Les Héritiers 1964, La Reproduction 1970 de Bourdieu, 2 œuvres extrêmement majeures de sociaux. Comment l'école participe à la reproduction de l'ordre établi. Sympa les samedis soirs chez lui. Non, mais c'est Plus la question. largement, l'inégalité des chances d'accès. Avec quel âge et tu as trouvé quel type de déclencheur chez Bourdieu? Non, mais déjà, alors ouais. Non, mais, Mais il n'y a pas grande- que les je savais pas ce que ça guignols, voulait il y a dire, Pierre grande Bourdieu personne. aussi. C'est grande personne. 32 ans, elle Voilà. l'a dit. ma C'est ce que Marie. je viens de comprendre. non, il y a pas de Non, mais c'est en fait, c'est ce qui m'a donné envie de combattre les inégalités, la pauvreté. Parce qu'en fait, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, Bourdieu t'explique comment les inégalités s'entretiennent, se perpétuent. La domination économique, mais aussi la domination masculine, qui est un autre nom de bouquin. Donc il explique les mécanismes sociologiques qui font que eh bien, ceux qui ont continuent à garder tant qu'on ne vient pas un peu les chercher. Et ceux qui n'ont pas n'ont même pas exactement conscience qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que comme... Eh oui. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des... Vous savez, un jour, j'allais à une émission de télé et il y avait quelqu'un, et je ne me souviens plus qui c'est vrai, hein, c'est pas que je ne veux pas dire, c'était quelqu'un avec qui je devais débattre, il ne savait pas que c'était moi qui allais être à côté de lui pour débattre. Et il me raconte un truc, il me dit, vous avez fait quoi comme étude? Je fais un bac B, à l'époque c'est les bacs ES, il m'a dit ça, il faut les supprimer ça. et c'est la première fois que j'ai pris conscience, et comme certains disent qu'il faudrait supprimer les sciences sociales, ou, parce que le bac B ça fait réfléchir en fait, ça fait réfléchir à l'économie, ça fait réfléchir au rapport de force, à la domination, aux inégalités, mais c'est fondamental, parce que c'est un peu la vie quoi, de tous les jours, donc il faut... Donc moi, ça m'a fait grandir. Je voulais faire psychologue et du coup, j'ai lu Bourdieu et j'ai appris Bourdieu à l'école, enfin en fac. Et du coup, ça m'a donné envie de faire la socio. Je t'ai demandé ensuite quel livre te fait beaucoup rire. Tu m'as répondu une bande dessinée écrite par Emmanuel Rosé, qui
il y a eu plusieurs tomes, ça commence en 2019. Ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Et alors là, c'est comme les temps modernes. On se moque des travers de la société occidentale en pointant l'absurde et en le poussant le plus loin possible, notamment sur le sujet du mal ou du pas logement. Et je me disais que tu étais quand même un petit peu obsessionnel. avec gentillesse. Ouais, mais merci, c'est gentil. Non, mais Guillaume aussi est obsessionnel. Alors, oui, non, mais non, qualité obsessionnelle. Hein si, c'est une qualité obsessionnelle. Non, Staline était C'est obsessionnel. le guignol qui dit n'importe quoi. Tu l'as vexé. Non, mais Emmanuel Rosé, allez lire. C'est dans Flic Gassal, allez lire. Oui, enfin, c'est pas que l'exclusion, le mal logement. Non, pas du tout. Ouais, et c'est d'un cynisme, mais c'est vraiment bon. C'est-à-dire qu'en fait, t'inverses complètement, quoi. T'as les gens qui sont dans la galère et tu vois le visage de la société et les raisons qui font qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, sur la question de l'exclusion, mais sur les autres sujets aussi. C'est comme ce que vous faites. Alors attends, parce que là ça fait du bien. La transition, quelle est la transition ? Elle est parfaite. Parce que du cynisme et de l'absurde, il est 20h03 sur Radio Nova. Et c'est le moment tant attendu ou tant redouté. Tout dépend si vous êtes son orthophoniste ou son dealer. C'est Émeric Lompré. Allez, l'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Elle est chaude. Comme quand on met sa main dans son slip pour se réchauffer et qu'après tes doigts ils sentent l'oignon. Après, vous allez quand même faire passer au début de l'émission. Peut-être je serai peut-être plus pertinent. Bon, allez, l'actualité. L'actualité, là, elle est flippante. Comme cette odeur d'oignon, là. Je te jure, parfois je pleure. Je sais même pas si c'est à cause de ma bite ou de mon hachis parmentier, quoi. Là, c'est gras, là. Bon, selon... C'est ça que j'avais rajouté comme blague. Hello, le guignolo. Bon, selon un sondage d'Odoxa, Jordan Bardella est donné gagnant en 2027 au second tour, quel que soit l'adversaire. Quel que soit l'adversaire, il est... même si c'est un... Je sais pas, genre un toaster ou quoi, il gagne. Qui êtes-vous ? Je suis un bégonia, je gagne. Et vous, qui êtes-vous ? Un Boeing 737, je gagne. Et vous, qui êtes-vous ? Je suis Raphaël Glucksmann. Là, je gagne trop, là. Il est nul, Glucksmann, il est nul. Pierrot, il en parlait la semaine dernière, mais c'est vraiment un nulot, je te jure. T'es nul, Raphaël. On dirait moi. Bienvenue dans le groupe des nuls, glu-glu. Tu vois, c'est super, toute la journée, on joue à des balles rebondissantes. Je suis sûr que c'est le genre de mec, tu sais, dans les jeux de voiture, à la console, tu sais, il tourne la manette au lieu de tourner le joystick, là. Alors il faut juste appuyer sur le joystick, faut pas tourner la manette. Là, toutes les filles, elles sont là. Ah bon ? Alors... Non mais c'est vrai. Non mais si. Les filles, à chaque fois vous faites comme... Ma sœur, quand elle faisait ça, je dis, putain, mais quelle nulle. Putain, mais faut pas faire le move. Et à vengeance, il y a droit de réponse de Juliette Arnaud. Et c'est marrant parce que c'est juste après, normalement. Ouais, mais si tu m'avais dit ce que tu allais dire juste avant, je t'aurais dit, je vais te la mettre juste avant. Bagarre. Mais faut pas faire le mouvement, c'est pas comme le fer à repasser. Bon, allez, là. J'arrive, Juliette. Oh, ça va, c'est vrai, c'était à l'époque. À l'époque, on pouvait. C'est bon. Là, c'est dur de faire des blagues devant vous, les wokistes. Là. Vous êtes le pire public. Vous avez tous des diplômes et tout. Moi, tu me mets devant le public de Canteloup, tout le monde est là. Mais génie. Mais limite qui ? On s'en fout. C'est rigolo, l'accent chinois, merde. Alors, celui qui se prend la plus grosse branlée devant Bardella, c'est Mélenchon. Alors, 74% contre 26%. Je sais pas s'il doit y aller, Méluche. Peut-être que les filles, il faudrait qu'ils trouvent quelqu'un de plus rassembleur, quoi. Tu sais, moi, je vois, par exemple, s'il y a une teuf, il y a un quart des personnes qui me parlent, mais que les trois quarts me jettent des fourchettes dans les yeux, je vais dire, bon, je vais pas rester, quoi. Je vais pas dire, attendez, je vais me refaire. Qui veut du poppers ? Moi. Mais qui êtes-vous Je vois rien avec mes fourchettes dans les yeux. Je suis Raphaël Glucksmann. Mais tire-toi, personne ne t'aime. T'es une Macédoine de légumes.
Bon, alors, c'est vrai que le sondage est un peu à prendre avec des pincettes, parce que, bon, déjà, il est fait 1 an et demi avant, quoi. Donc, ça, c'est. 1 an et demi avant, c'est tôt pour savoir. Je sais même pas ce que je fais demain, moi. Donc, si, demain, je fais un test sanguin. Je fais un test. Ouais, aïe, aïe, aïe. Oh, ma prochaine chronique sera sur le suicide assisté. En plus, il a été fait sur un panel de 1000 personnes. Et je me dis, c'est pas très représentatif d'une population. 1000 personnes. On est 70 millions en France. Donc j'ai fait mon petit calcul. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 1000 groupes homogènes de 70 000 personnes. Un rire, c'est bien. Je veux dire, c'est genre, vous êtes quel groupe, vous? Nous, on est les cadres sup. Et vous? Bah, les cadres sup de plus de 25 ans et gauchers. Et vous? On est employés avec des marinières en milieu rural. Et vous? Nous? Oui. Nous? Oui, vous? Qui? Nous? Vous? Oui. Qui êtes-vous? Alors, bon, nous, on est les fonctionnaires malentendants. Non. J'ai arrêté. Bon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. Et troisièmement, on le sait tous, les sondages, c'est de la merde. Ça sert à fabriquer l'opinion avec des questions biaisées. Donc, en conclusion... Arrête de rire. Manspreader. Bon, je dirais en conclusion que est-ce que ce sont les sondages qui font les résultats ou est-ce que ce sont les sondages qui font... Oh non, j'ai loupé. Aïe, aïe, aïe. Je voulais faire comme vous, les copains, où à chaque fois ça se termine par « Ah, c'est mignon. » Ouais, là, ça raté. Tant pis. Merci d'avoir écouté. Merci, Émeric. Émeric Lompré. On fait un spectacle dans toute la France. Merci. Allez, on est toujours avec Christophe Robert pour vraiment encore quelques secondes. Et on a quelques petites dernières questions à te poser. Pierre. Oui, tu parlais du droit de propriété qui est particulièrement revendiqué par les macronistes. Techniquement, l'Élysée, c'est à nous. Hein? Est-ce qu'on pourrait pas envoyer un huissier changer les serrures? Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, possible. Ouais, il a dit oui. Émeric. Tu préfères être en coloc avec Christine Boutin pendant 1 an ou dès que tu dis bonjour, tu fais un prout? J'ai pas trop travaillé. Ouais, c'est bien. Non, non, si, c'est bien. T'as travaillé, c'est déjà ça. Voilà. Deux. Deuxième. Okay. Les deux, il a dit les deux. Les deux. Juliette, t'as dit les deux. Trop tard. Voici les clés. Christophe, qu'est-ce que t'as préféré pendant tes études de sociaux? Qu'il y avait une majorité de filles ou les débouchés incroyables que procurent les études de sociaux? Wow. Très bonne réponse, Christophe. Allez, dernière question. Pour avoir un logement, si t'es une fille, c'est mieux de demander à l'abbé Pierre, Darmanin ou Stéphane Plaza. Allez, Joker. Merci, Christophe Robert, d'avoir été avec nous. La Fondation pour le logement des défavorisés. Allez les aider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant les 2 heures. Merci à ton invité, Nathalie Besson. Merci Arnaud Aymar, Mamari, Célia Pelluet. Toute l'équipe de l'Européen, Lucas, Julia, Lindsay, Sonny, Malo à la réalisation avec Lucie, Paul à la technique. Toutes les équipes techniques, Fred, Mano, Loris, Ninon, Iona, Christian à la prod musicale, Colline, Élise, Sébastien Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goudouet, Benjamin, Alban, bon anniversaire Alban et Adrien, notre rédacteur en chef Ramzi Assadi, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine, amusez-vous bien, ne vous résignez pas et vivement la dernière. La dernière.